Et bonsoir. Perdu quelque part entre Metz et le Luxembourg, géré, sans but, j'atteignais un petit patelin qui s'appelle l'Étange Grande, et j'y découvrais un festival. Un festival un peu étrange. Voilà, a priori, ça va peut-être parler polar ce soir. Voilà. Eh ben écoutez, bien le bonsoir. Voilà, j'enlève ça quand même parce que j'y verrai mieux. Donc c'est Fred, bienvenue sur Indécent Podcast. Nous sommes dans la 2e émission. Alors je vais rajouter aussi de la lumière, parce que sinon on n'y voit plus rien du tout. Ah mon Dieu. Donc écoutez, bienvenue dans Étrange Indécent, 2e émission comme je disais. Et cette fois-ci, on va attaquer le genre polar puisque c'est le thème du festival, comme on vous l'avait dit lors de la première qui était donc fin janvier. Bien évidemment, je ne vais pas être tout seul dans cette tâche pour évoquer le genre polar, parce que ça peut prendre une certaine durée, on va dire, mais on va essayer de faire court ce soir. Ça vous changera. Je ne vais pas être tout seul, puisque un des membres du comité est avec moi ce soir, donc vous l'aviez déjà vu la dernière fois. Voici Johan. Johan, salut, comment vas-tu? Bonsoir, oui, ça va très bien, merci. Et toi? Bah écoute, ça va. J'ai essayé de faire une intro un peu à l'arrache, mais bon, on fait comme on peut. Ouais, non, c'était stylé. Ouais. C'est des lunettes de vue, je précise quand même pour ceux qui se diraient qu'est-ce qu'il fout encore celui-là. Écoute, ouais, ça fait plaisir de te retrouver. J'espère que t'es pas trop crevé, toi, de ton côté. Ça va, ça va. Ouais, tiens, je vois déjà Aranita qui est présente ce soir. Salut Marilyn. Écoute, en tout cas, ravi que tu sois présent ce soir pour causer polar. En même temps, on va causer un petit peu de l'actu du festival avec ce qu'on peut déjà dire, voilà. Et on a des invités, vous l'avez vu dans la petite promo, donc les amis de Fondu au Noir. Donc, on va les laisser se présenter, mais je pense que vous les connaissez déjà tous les deux, puisqu'on les a déjà invités quelques fois pour parler jeux de rôle. Là, on va parler dans leur cœur de métier, le polar. Donc, on les reçoit tout de suite. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur tout le monde. Salut. Nous, on n'a pas de chien à bois derrière. Non, je sais où c'est. C'est pas chez moi. Faut que je le fasse sortir. Non, ça fait le chien des Baskerville. Voilà, on va dire ça. Ouais. Faut trouver les bonnes références, quoi. Bien joué. Oui, j'essaye toujours de me rattraper comme je peux. En tout cas, voilà, ça me fait plaisir de vous recevoir tous les deux parce que on parle très souvent jeu de rôle, on va pas se mentir. Puis en plus, je crois qu'il y en a un prochain projet qui devrait encore arriver d'ici quelques temps, le 4e, pour clôturer les saisons. Voilà, donc ça, on reverra ça de toute façon. Mais là, ce soir, donc, on va essayer de faire en sorte de parler polar sans que ce soit une de vos formations non plus, parce que voilà, ça dure 1 à 2 jours. La formation dure une à 2 journées. Donc Ah oui, non, ça va. Ça va. Ça devrait aller. Alors, premièrement, avant de commencer, bien évidemment, on va commencer par la partie présentation, mais présentation un peu spéciale. C'est pas de nous présenter nous, parce que je pense que vous nous connaissez à force. C'est d'abord présenter un des événements du festival Étrange Grande. Alors, ça a déjà été diffusé sur les réseaux. Du coup, je me permets l'affiche du festival signée Xavier Baudelet. Franchement, elle déchire. Regardez-moi ça. Ouais, c'est joli. Ouais, c'est... Ah, oui. Donc, il y a bien un festival de littérature de genre qui montre bien qu'après la SF, la fantasy, on s'attaque au polar, sous toutes ses formes. On est bien les 7 et 8 septembre, ça va, ça n'a pas bougé. C'est bon. C'est bien fixé. Voilà, donc toujours entrée gratuite, tout ce qui va bien. Et ouais, franchement, Xavier Baudelet, il assure, quoi. On le savait déjà, mais quand même. Très, très beau. Et Ouais, toi, c'est vrai que quand on l'a reçu, on était emportés. Je ne sais pas si vous avez vu le petit clin d'œil dans le cadre en haut à droite. C'est un portrait de Conan Doyle. Ouais. En plus, il met des petits œufs de Pâques en plus. C'est pas pour Juste là. Non, c'est Conan Doyle. En haut à droite. Je croyais que c'était pour. Non, Paul, il a les yeux. Ouais, t'inquiète. Alan Poe, c'est lui. Voilà. Exactement. Caroline, grande spécialiste. T'es équipé là. Je vois pas bien. Donc voilà, c'était pour vous présenter en vidéo, en tout cas l'affiche. Elle est déjà passée sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Je crois qu'on l'a même relayée d'ailleurs sur Indécent. Donc voilà, ça, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Est-ce que du coup, ce sera repris sur une couverture de Cassius Belli comme l'an dernier? Parce que c'était un peu la méga classe, faut bien le dire.
Alors, ça, je peux pas encore le promettre. C'est vrai que l'an dernier, on avait eu une Ah ouais. conjonction, qui était formidable. C'était les 50 ans de Tolkien et Cassius, faisaient un numéro spécial Tolkien et on Mmh. avait pu avoir l'affiche du festival. Là, je pense que ça sera plus compliqué. Par contre, ce qu'on va peut-être avoir, parce que chaque année, on sort une anthologie de nouvelles puisque le festival est né sur un atelier d'écriture. Et cette année, l'anthologie de nouvelles, la thématique, ça va être Génie du crime. Et il est possible que l'affiche du festival soit reprise pour la couverture de cette anthologie. Mmh. Excellent, excellent. Avec quelques grands noms qui vont être sur l'anthologie. Ça, je ne peux pas encore En en plus. parler, mais ouais, Mmh. parmi les invités, on va avoir vraiment des gens très renommés qui feront partie de l'anthologie. Donc ça fait très plaisir. Ah, écoute, on en rediscutera en off. Oui, Heu et écoute, tout de suite derrière, bon, on parlera de l'actu du festival, peut-être un peu après finalement. Bah, déjà présenter Fondu au Noir et vos activités. Parce que voilà, je suis allé un petit peu sur votre site d'ailleurs. J'en profite, regarde un petit peu comme c'est beau la technologie, presque. Voilà, enfin quand ça marche en tout cas. Tu sais le teasing à la con. Voilà. Ah, ah Alors est-ce oui, que ouais, ah sur bah le oui. site. Ouais. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu, bah, déjà, bah, tous les 2 donc Aymeric et Caroline, bah, depuis combien de temps que vous êtes que vous officiez dans le polar? Qu'est-ce que vous faites au niveau de la sauce? Qu'est-ce que vous présentez? Parce que je suis un petit peu vos exploits dans toute la France, hein, quasiment. Je vois un petit peu les docteurs polars et cetera, donc voilà, si vous pouviez un petit peu présenter le panel de ce que vous proposez, c'est toujours intéressant de voir sur le Ok. sur le polar. Ouais, vas-y. Moi, je saurais faire plus synthétique qu'Emeric. J'ai Ouais. l'habitude de répondre à la question. Ah! L'asso, en fait, on l'a monté en 2007. Donc voilà, ça fait 17 ans maintenant. Et on est parti dans l'idée de développer tout un tas d'activités pour faire connaître le polar. Alors pendant plusieurs années, on a édité un magazine qu'on a porté avec 4 numéros par an jusqu'au 46e numéro. Ouais. Que les gens qui publient des magazines savent que c'est un sacerdoce et qu'il y a de nombreuses difficultés. Et au bout de 46 numéros, on avait fait le tour de pas mal de choses, donc on a décidé d'arrêter. Et le reste de nos activités nous prend aussi beaucoup de temps parce qu'en fait, par ailleurs, tous les deux, à partir du roman policier, Aymeric, qui était déjà beaucoup sur l'animation, la médiation, en contact avec les bibliothèques, a un peu lancé cette activité en lien avec justement les bibliothécaires. C'est-à-dire qu'on a un volet de formation professionnelle pour les gens qui travaillent dans le domaine du livre. À partir de là, on conçoit des expositions qui vont faire connaître le genre littéraire. Et puis forcément, on connaît les auteurs parce qu'on travaille avec eux, on lit leurs livres, on est amené à les présenter, à les faire découvrir et on anime des rencontres avec les auteurs. Donc tout autour de ça, on travaille principalement effectivement avec des bibliothécaires et des festivals et des librairies autour du polar. Alors bon, il se trouve qu'on prend aussi des chemins autres puisque la science-fiction nous intéresse aussi beaucoup, qu'il y a effectivement le jeu de rôle depuis quelques années, mais tout ça est parti vraiment de la littérature policière dans un sens très très large, et ce qui fait que l'asso, c'est une asso qui a démarré un peu bénévolement, mais qui s'est très vite professionnalisée parce qu'on y a mis beaucoup de temps, de sérieux, d'investissement, et qu'on a, je pense, acquis au fil des ans une expertise qui fait qu'on travaille effectivement un petit peu partout en France et sur des projets très variés. Et puis là, comme disait Caroline, dernièrement, on a un petit peu élargi à... Enfin, ça fait longtemps qu'on lit de la science-fiction, du fantastique, de la fantasy, mais on l'a élargi. Là, on a monté depuis quelques temps, on a monté une formation pour les domaines de l'imaginaire, c'est-à-dire science-fiction, fantastique, fantasy, pour vraiment balayer presque tout le spectre des genres, des mauvais genres, on va dire, entre guillemets. Donc la super émission de France Inter, ouais. Oui, voilà, l'excellente émission. Genre, ouais. Et puis, France Culture, ouais. France Culture, pardon. C'est France Culture, oui, tu as raison. Oui. Et puis, on a aussi, depuis ah oui, j'allais oublier. 3 ou 4 ans maintenant, on s'occupe d'une collection chez La Talente qui s'appelle Fusion et qui est donc orientée clairement vers le polar. Oui, voilà, exactement là, avec le livre de Nicolas Verdun, le dernier livre de Nicolas Verdun. Donc ça fait...
fait 2021, le premier titre a dû sortir en 2021. Voilà, donc, Et les scénarios de jeux de rôle aussi, et des animations de jeux de rôle maintenant qu'on développe aussi de plus en plus. Là, où est-ce que j'étais vendredi dernier? À Sautron, oui, voilà, à Sautron, pour faire jouer un scénario. Vu qu'on édite des scénarios, on fait jouer les scénarios à des gens qu'on ne connaît pas forcément pour voir un petit peu comment ça se passe, ce qu'il faut ajuster, ce qu'il faut changer avant d'éditer le scénario. Donc là, vendredi, puis vous animez aussi pas mal de trucs aux Utopiales à Nantes. Hein, ça, parce que j'y suis allé une fois, donc je vous ai vu un petit peu faire. Donc des tables rondes. Et puis toi, tu animes aussi comment se lancer en tant que MJ, je crois, les conseils au MJ. Oui, animer une partie de jeu de rôle et voilà. écrire un scénario. C'est les deux principaux ateliers que je fais aux Utopiales, effectivement. Oui. 2 ateliers, un pour comment animer, et puis un autre, comment concevoir une méthode. Hein, il y en a plein de méthodes, mais une méthode pour donner quelques pistes pour écrire un scénario de jeu de rôle. Alors, pas pour l'écrire, pour le publier, hein, mais pour l'écrire, pour le faire jouer. Voilà. Parce que c'est 2 choses différentes quand même. Écrire pour le publier, c'est encore autre chose que d'écrire pour faire jouer. Enfin, pour le jouer. Mais le polar. Le polar, oui. Alors, oui, on va parler de polar. On se concentre sur quelques... Oui. Oui. Sinon, tous les deux... Ouais. Sinon, ça va faire une discussion jeu de rôle toute la nuit. Et puis le pire, c'est que Johan va se mettre avec nous, donc tu vois, ça promet d'être horrible. Eh bien, écoute, Johan, je te laisse prendre la suite, ça t'apprend. Regarde, t'as vu un peu? Ah oui, quelle transition! Ouais, non, il n'y en a pas. C'est la marque d'Indécent Podcast. Les transitions, c'est pas ce que c'est. Faudrait que j'apprenne un jour, mais bon. Donc tu voulais qu'on enchaîne peut-être sur le policier proprement dit, hein? Ouais, tout à fait, ouais. Oui, c'est vrai que c'est... Alors, le policier parmi tous les gens, et c'est vrai qu'à Étrange Grande, comme tu l'as dit, Fred, on veut vraiment promouvoir tous les genres, et je pense que ça, c'est une singularité qu'on veut cultiver. C'est vrai qu'en France, il y a des festivals de l'imaginaire, il y a des festivals du policier. Nous, on n'a pas voulu choisir. Et donc, on est vraiment dans toutes les littératures de genre. Et c'est vrai que personnellement, moi, le genre policier, c'est vraiment un genre que j'affectionne. Et donc, je serais assez curieux de vous entendre dire un petit peu ce qui, pour vous, définit le policier. C'est une vaste question, vu qu'on voit qu'il y a une production qui peut partir dans plein de directions différentes. Il y a beaucoup de thématiques abordées. Comment vous définiriez le policier? Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait en 2 jours. Donc, alors là, en 5 minutes, alors. On essaie de le faire en 5-10 minutes. Non, pas 5-10 minutes. 5 minutes. Alors, le policier, c'est un genre littéraire. La littérature est traversée par divers genres. Il y a plein de genres différents en littérature. Il y a des genres qui vont, qui viennent, qui meurent, qui sont plus ou moins présents, plus ou moins marqués. Le roman policier, c'est un genre littéraire. Donc, pour le définir, on a une date de naissance. On a une date de naissance, c'est une œuvre. C'est Double assassinat dans la rue Morgue d'Edgar Allan Poe, 1841. Voilà, Edgar Allan Poe, qui est plutôt un écrivain de fantastique, poète, écrivain de fantastique, va écrire une nouvelle, puis il va en écrire 2 autres après avec le même personnage, le Chevalier du Pin, et ces 3 nouvelles-là vont définir le genre policier. C'est arbitraire, hein. On aurait pu prendre d'autres dates, on aurait pu prendre 1811 avec von Kleist, par exemple, un auteur allemand, qui lui aussi a fait une novella qui a en elle tout le genre policier. Mais bon, on prend Edgar Allan Poe, Double assassinat dans la rue Morgue, parce que avec cette nouvelle-là, en 1841, on a vraiment toutes les bases du genre qui sont posées. En une seule nouvelle qui doit faire à peine 10 pages, on a tout est là. Et à partir de là, le genre policier se crée, il va se développer. Il va partir dans plusieurs directions différentes. C'est là où ça va se compliquer, parce qu'il va devenir extrêmement riche. À l'heure actuelle, c'est un bazar sans nom, le roman policier. On le retrouve dans la science-fiction, on le trouve dans le fantastique. Il y a même de la fantasy qui fait du polar. Enfin bon. Mais on revient à 1841, on revient à cette nouvelle d'Edgar Allan Poe. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle commence par un cadavre. On trouve un cadavre dans une chambre close. Et on doit résoudre, on doit comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un enquêteur qui arrive, qui n'est pas un policier. Nous, on a un problème en France, c'est qu'on a appelé littérature policière. Les anglo-saxons, eux, sont un petit peu plus précis que nous, je pense. Ils appellent ça littérature criminelle.
c'est crime novel aux États-Unis, c'est criminal roman en Allemagne, parce qu'en fait, le roman policier n'est pas forcément un roman avec des policiers dedans. Et j'en veux pour preuve Edgar Allan Poe, où la police n'arrive quasiment qu'à la fin de la nouvelle. C'est le chevalier du pain, un noble oisif qui va mener l'enquête, comme Sherlock Holmes est aussi quelqu'un qui n'est pas policier, Miss Marple n'est pas policière, il y a plein de personnages comme ça qui ne sont pas policiers dans le roman policier. Ça, c'est la première chose, donc c'est roman policier. Le genre policier, c'est un genre où il n'y a pas forcément des policiers dedans. Par contre, ce qu'il y a toujours, quoi qu'il arrive, c'est un crime. Donc, double assassinat dans la rue Morgue, on a un crime. Ça peut être aussi un délit. Ça peut être un vol de poisson rouge, tout ça. Enfin, ça peut être un vol de clarinette. Dans le roman Trémolo, on a un très belle histoire avec un vol de clarinette. Donc, pas forcément des policiers, mais un crime ou un délit. Et ensuite, une enquête. Ça, c'est fondamental. Il faut qu'il y ait une enquête. Quelle qu'elle soit. Ce n'est pas forcément une enquête de police ou une enquête faite avec, tiens, je trouve un cadavre, j'examine les preuves, je fais la causalité, etc., cause à effet, la déduction. Alors, il y a toujours la déduction, il y a toujours la cause à effet. Mais elle n'est pas forcément très claire. Une enquête, ça peut très bien être aussi, par exemple, comme chez Simenon, on va prendre... aller vers le drame. Ouais. Voilà, ça peut être quelque chose qui va vers le drame. On va prendre La Chambre bleue de Simenon. Ça commence par une scène banale, on va dire, entre guillemets, d'adultère dans une chambre d'hôtel. Et le crime n'est pas là. Même si c'est un délit, c'est peut-être toujours un délit en France d'ailleurs. L'adultère, je ne sais plus. Mais le crime n'est pas là. Le crime, il va venir aux 3/4 du bouquin. Ce que va faire Simenon, l'enquête qu'il va mener, c'est une enquête psychologique. Il va nous présenter tous les ressorts du drame. Il va nous présenter chacun des personnages, sa façon de penser et les actions qu'il peut entreprendre. Et à partir de là, tout ça va s'imbriquer. L'enquête est là, c'est une enquête psychologique et sociale sur qu'est-ce qui va mener au drame, qu'est-ce qui va mener au crime. Donc il nous faut un crime, une enquête, et puis bon, c'est à peu près tout. Une fois qu'on a ces deux éléments-là, une fois qu'on a un crime et une histoire qui tourne autour de ce crime, on a un roman policier. Ce qui fait qu'on a une littérature qui est très très large et qui va pouvoir s'aventurer un petit peu partout. Voilà pour faire très très vite ce qu'est, à notre sens, pas qu'à nous, le roman policier. Après, il va se diviser en plusieurs grandes familles, ce roman policier. Il va y avoir 3 grandes familles dans lesquelles on va pouvoir ranger ensuite tous les romans policiers, qu'ils soient historiques, qu'ils soient des romans de terroir, c'est-à-dire du polar régional, qu'ils soient, je ne sais pas, du cozy crime, du thriller. Et ces 3 grandes familles, ça c'est important d'avoir ça en tête, je pense, pour comprendre ce qu'est le genre. Une fois qu'on a pigé qu'il y avait le crime et l'enquête, c'est qu'on va pouvoir ranger tout roman dans ces 3 grandes familles. La première grande famille des romans policiers, ça va être le roman jeu ou le roman d'enquête. C'est un roman où on va chercher qui a tué. La question que pose le bouquin, on prend le bouquin, on commence le livre, très souvent par une scène de crime, comme je le disais avec Edgar Allan Poe, et il va y avoir un enquêteur ou une enquêtrice qui va arriver, on va lire le bouquin et on va chercher en même temps que l'enquêteur ou l'enquêtrice, on va chercher qui a tué. C'est la question que pose le roman-jeu. Ça, c'est la première grande famille des romans policiers. Il va y avoir dedans Agatha Christie, Conan Doyle, Edgar Allan Poe dont on parlait, Gaboriau, il va y avoir tout comme ça tout un tas d'autrices et d'auteurs qui vont jouer avec ce roman et qui vont jouer avec le lecteur et la lectrice. Agatha Christie, vous avez tous les éléments pour trouver qui a fait le coup. Bon, on n'y arrive pas parce que c'est tordu, c'est vraiment, vraiment tordu. J'aime beaucoup Agatha Christie. Je pense qu'il faut la relire d'ailleurs, on la lit souvent un petit peu trop tôt. Sherlock Holmes, il y a certaines enquêtes qu'on peut découvrir avant Sherlock Holmes. Je pense par exemple à une enquête qui est assez facile, la bande mouchetée. La bande mouchetée, si vous restez à peu près concentré quand vous lisez, si vous reposez le bouquin de temps en temps et que vous prenez quelques notes, vous allez pouvoir trouver avant Sherlock Holmes qui a fait le coup. Mais voilà, ça c'est la première grande famille, c'est le roman-jeu, le roman d'enquête où on cherche qui a tué. Il y a une deuxième très grande famille des littératures policières, c'est le roman noir, enfin dit noir en France, Hard Boiled aux États-Unis. C'est un roman qui est social, lui, qui cherche toujours un petit peu, on peut chercher dans le roman noir qui a tué. Mais la question principale que pose ce roman noir,
c'est pourquoi le crime? Pourquoi est-ce qu'une société produit du crime? Quels sont les engrenages? Quels sont les champs de force? Qu'est-ce qui se passe sous le tapis de la société? Pourquoi il y a du crime? Ça, c'est la question que pose le roman noir. C'est un roman qui est extrêmement important dans le roman policier. Il naît aux États-Unis, c'est un roman qui naît aux États-Unis avec Chandler et Hammett. Mais on sait, en lisant les correspondances de Chandler et Hammett, on sait qu'ils ont lu Balzac et Zola. Ils y font souvent référence. Et effectivement, ce roman noir social, il est clairement en germe chez Zola, par exemple, avec des romans comme La bête humaine. Il est clairement en germe chez Balzac avec Une ténébreuse affaire ou un roman noir fabuleux de Balzac. C'est pas un roman noir parce que il a été écrit avant. C'est Le colonel Chabert. Voilà pour la deuxième grande famille, un roman noir social qui pose des questions sur la société, qui s'interroge sur pourquoi le crime, qui n'apporte pas de solution. Hein. Le roman noir n'apporte pas de solution. Ça arrive, mais c'est très rare. C'est souvent désespéré, quoi. C'est un roman qui est un petit peu désespéré. C'est aussi un roman qui est toujours un roman populaire, hein, comme pour le roman-jeu, où on cherche qui a tué, on tourne les pages pour savoir qui a joué. Le roman noir, c'est aussi un roman qui joue énormément sur des ressorts de violence, de poursuite, de sexe, de tout un décorum de quête du héros. Le roman noir, le héros est beaucoup plus mis en avant que dans le roman-jeu. Souvent, dans le roman-jeu, il est un petit peu effacé. Miss Marple, on ne sait quasiment rien sur elle. Même pas la marque de thé qu'elle boit. On n'a que très peu d'informations. En fait, elle s'efface pour laisser la place à l'histoire et aux autres personnages. Le roman noir, lui, le héros ou l'héroïne de roman noir, souvent, va être un petit peu plus creusé. On va en apprendre un petit peu sur lui. Sa quête va se confondre avec avec le scénario du livre. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Ça, c'est donc deuxième grande famille. Première grande famille, roman-jeu, qui a tué. Deuxième grande famille, roman noir, pourquoi le crime. Et la troisième grande famille des littératures policières, c'est le suspense thriller, qui, lui, ne pose pas, en premier abord, de questions. Lui, ce qu'il vous dit, c'est le monde est dangereux. Le monde, c'est dangereux, et il va falloir s'en sortir. C'est un roman, le suspense thriller, qui est construit de manière très, très précise. Un style littéraire... tu voulais dire quelque chose? Non. Un style littéraire fait de phrases courtes, souvent, de fin de chapitre encrochées. Créer le suspense. Voilà, créer le suspense. C'est un petit peu l'école des rebondissements, beaucoup de rebondissements. Harlan Coben fait ça toutes les 3 pages. Quand vous prenez Harlan Coben, toutes les 3 pages, vous avez quelque chose qui rebondit, consciemment ou inconsciemment, peu importe. Ça peut être... on le disait lors de la dernière formation, là, ça peut être une tasse la tasse que j'ai là, que je pose sur le coin de la table et qui risque de tomber. Ça, c'est à la page 12. Et vous êtes sûr qu'à la page 14, Harlan Coben va faire quelque chose avec cette tasse. Soit quelqu'un va la prendre avant qu'elle tombe, soit la tasse va tomber, soit quelqu'un va dire attention, la tasse peut tomber. C'est des tout petits détails comme ça, c'est des petites techniques qui font qu'on tourne les pages pour savoir ce qui va se passer. C'est l'école d'Hergé, dans Tintin et Milou, la case en bas à droite à chaque fois. C'est une case de suspense. C'est une case avec un objet qui va tomber, quelqu'un qui part en courant, une découverte, et on avance. Le suspense thriller travaille énormément sur ça. Il travaille sur plein d'autres techniques. L'oxymoron, par exemple. On croise énormément d'oxymorons dans les suspense thrillers, du genre un cri coincé dans la gorge, ou un cri silencieux. Un cri silencieux, c'est un grand classique. Bon, c'est des oxymorons, ça, inconsciemment ou consciemment, ça dépend comment vous lisez, mais souvent inconsciemment, ça perturbe votre cerveau. Votre cerveau est perturbé, il est excité, il cherche à comprendre, vous continuez à tourner les pages pour voir ce qui va se passer. Le suspense thriller, il y a un livre qui résume à lui tout seul, à mon sens, c'est aussi un film qui est excellent, c'est Le silence des agneaux de Thomas Harris. Thomas Harris et de Jonathan Demme au cinéma, qui est quelque chose d'assez extraordinaire en suspense thriller. Suspense thriller qui fonctionne toujours, très souvent, sur un affrontement protagoniste-antagoniste. Protagoniste étant Clarice Sterling dans Silence des agneaux, et le protagoniste, c'est pas Hannibal Lecter, le protagoniste, c'est quelqu'un qui tue des femmes pour se faire une combinaison de femmes, et les deux vont s'affronter. Les deux ont un problème en commun, très très souvent, ils vont s'affronter, et l'antagoniste, prenant le pas sur le protagoniste, va régler son problème. Je ne rentre pas dans les détails, mais... Non, parce que ça fait 10 minutes. Voilà, revoyez Le silence des agneaux, relisez-le avec ça en tête, l'affrontement antagoniste-protagoniste, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc voilà, le roman policier, c'est extrêmement large, mais une fois
qu'on a en tête ces 3 familles-là, qu'on a en tête le fait qu'il s'agit d'un crime et d'une enquête qui n'est pas forcément une enquête procédurale de police, ni une enquête procédurale d'enquêteurs du type Agatha Christie. On peut embrasser l'ensemble du genre et ranger plein de bouquins là-dedans, même des livres qui ne sont pas classés polars. Hein. On a plein de livres qui ne sont pas classés polars, mais qui sont en fait des polars. Je pense aux éditions de Minuit, par exemple, avec Yves Rotter, j'allais dire. Avec, pardon, comment il s'appelle ? Yves Ravet oui, ou Tanguy Vial, oui, Tanguy c'est des questions... c'est aussi des questions à la fois de marketing et de classement qu'on a en France. Il y a du polar ailleurs que chez des éditeurs de polar, en fait. Et voilà, il y a toujours une part d'abstraction, mais on peut quand même définir effectivement des grandes lignes pour essayer d'y voir plus clair, quoi. Bah, écoute, ouais, ça résume pas mal. Hein. C'était très rapide. Hein, on a fait rapide. En plus, rapide, mais très complet. Hein. Ah ouais. Il y a beaucoup de détails en fait. Là, ça a été très gros sabot quand même dans le. Oui. Après, il faut rentrer dans les détails, mais là, on a. Oui, mais c'est pas. On n'est pas en train. On va pas refaire un livre sur le polar. Ouais. Sinon, on prend le bouquin de. Comment il s'appelle la mythologie du crime, je sais plus comment là. Ah oui, c'est pas il y a plein d'ouvrages. Ouais. Pour les gens qui veulent creuser, il y a toujours il y a des matières. Il y a ce qu'il faut, ouais. Et puis ça va loin. Moi, là, nous, on est en train de bosser. Moi, je suis en train de bosser sur le frisson métaphysique du roman policier. C'est the metaphysical shudder of the detective novel. Il y a toujours, t'as toujours des parutions, des trucs. Il est surprenant comme livre. C'est un livre qui doit être cette truc universitaire, édition de l'Université de Lorraine. Voilà. On a énormément de littérature, d'essais et de littérature de chercheurs qui cherchent sur le genre et qui sont absolument passionnants. Donc du coup, on alimente toujours notre soif de compréhension du genre. Et pour vous, comment ça se fait que ce genre, il ait pu autant prendre et aussi rapidement au niveau de toutes les couches de la société, que ce soit aux États-Unis ou en Europe de toute façon, parce qu'en France, il y a une grosse école du polar aussi, hein, bien évidemment. Pour vous, comment ça se fait que ça ait pris aussi vite, en fait ? Alors vite, il y a eu plusieurs étapes, mais Oui. Vu que le genre existe depuis longtemps, c'est une littérature populaire, donc effectivement qui touche tout le monde. C'est un peu ce que disait Émeric aussi, à partir du moment où on met de la violence, du fait divers, du crime, un peu de sexe, des couvertures à une époque aussi très aguicheuse et attractive et attirante, avec vraiment des grands illustrateurs comme c'était Michel Gourdon chez Fleuve qui a fait ces couvertures-là qui tapent dans l'œil, plus des. Alors à l'époque, je pense que même déjà là, les prix de vente étaient quand même assez abordables par rapport à aujourd'hui. Ça en a fait une littérature qui a fonctionné et puis qui a connu des gros tirages à une époque aussi où l'édition publiait peut-être quand même un peu moins. Il y a différentes périodes. Nous, on a vu une étape importante en 2005 avec Millennium où il y a eu un autre engouement pour le polar, notamment le polar nordique. Ça a lancé une veine avec des gens qui sont venus au polar à cette période. Je pense qu'effectivement, Thomas Harris, à un moment, a marqué une génération d'auteurs avec le tueur en série. Voilà, ça a été une figure, mythique qu'on a eu un peu à toutes les sauces. Le Da Vinci Code, ça a été le côté polar ésotérique aussi, et il continue, alors moins, mais il y en a encore un qu'on a reçu au bureau de polar ésotérique. Donc il y a des veines comme ça et des vagues, des modes qui arrivent successivement, qui continuent d'entretenir le genre de différentes façons. C'est une littérature populaire. C'est clairement une littérature. Enfin, on dit, nous, là, il y a un petit peu une phrase qui est la tarte à la crème du genre, qui dit le polar, c'est le miroir de la société. Mais c'est vrai. C'est le miroir de la société, c'est quelque chose qui... Alors la science-fiction, la fantasy, le fantastique aussi est un miroir de la société en vérité, mais il ne parle pas aussi directement peut-être. Oui, c'est ça surtout. Il y a d'autres filtres. Et
Ça va changer hein, avec. C'est des choses qui changent. Là, nous, on le voit quand on fait les docteurs polars, on a de plus en plus de lecteurs et de lectrices de fantasy qui viennent nous voir, qui viennent nous demander des conseils, etc. Les choses sont dans des salons de polar, hein, qui viennent nous voir dans des salons de polar pour parler de fantasy. Quand ils apprennent qu'on en lit, etc., ils sont aussi ah bon, ça aussi vous lisez. Il y a quelque chose qui se passe, qui bouge surtout chez les jeunes là. Mais le polar, on a clairement, il joue sur plusieurs tableaux. Il y a ce tableau-là, effectivement, de la société, et il y en a un autre. Il apporte des sujets qui sont des sujets qui touchent en profondeur, je pense, les gens. Pourquoi, nous, à un moment donné, on s'est interrogé, c'est difficile quand on ne connaît pas les gens de parler de ça, mais pourquoi vous lisez du polar? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment de votre vie vous vous êtes plongé dedans, etc. Et on s'est rendu compte, avec Geoff, alors c'est pas une étude, c'est juste une théorie, parce qu'on n'a pas interrogé assez de gens, parce que c'est pas facile de rentrer dans ces détails-là, on s'est rendu compte que ça correspondait souvent, la lecture, ce genre de lecture, à un moment où, moi je dirais, où les corbeaux commencent à tourner autour de vous. Vous savez, les gens souvent vont s'intéresser à leur religion quand la mort approche, etc. Et bien le polar, il y a un petit peu de ça, très souvent, ce sont des gens qui ont subi quelque chose de dur, une blessure, quelque chose qui les a touchés, un moment où ils ne sont pas très bien, et où ils ont cherché, non pas un échappatoire, mais quelque chose pour les rattacher à ce qu'ils vivaient. Ça peut être des choses, la mort d'un chien, hein, c'est pas forcément quelque chose en rapport avec un crime ou un délit. Ça peut être, tiens, mon chien est mort, je suis triste, je suis mal. Oui, non, mais je vais me réfugier, je vais plonger là-dedans. Et très souvent, les gens disent, ah j'ai lu ça à tel moment, j'avais envie de lire quelque chose qui, étrangement, de dur un petit peu, comme quand on écoute des chansons tristes, quand on est triste. Ce genre de processus, je pense, joue aussi. Et dans la vie, on croise forcément des moments où on va prendre quelques claques. Et je pense que la littérature policière, on ne lit pas forcément ce genre de bouquin quand on a pris la claque, mais et peut-être une espèce de préparation et de répétition aux claques qu'on va prendre, à la tragédie. Je pense qu'il y a quelque chose à chercher de ce côté-là. Mais comme je le disais, là, c'est du complet empirique et théorique. Hein. J'ai pas développé ça. Ça marche certaines fois. Oui. Mais c'est quelque chose qui me semble. Après, il y en a qui lisent certains types de polars pour se divertir avec des choses. Oui, la première famille, le jeu, l'enquête, le côté ludique que j'essaye de trouver, ça c'est sur un créneau. Il y a aussi un autre point, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a des genres, des fois, qui sont à la mode à certains moments et qui passent de mode. Le western dans les années 50, John Wayne, etc. Et puis c'était tombé en désuétude. Il y a Clint Eastwood qui est revenu, qui a relancé la chose. Je pense qu'il y a une grande force dans le policier. C'est justement ce qu'on évoquait un petit peu, et on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, le fait que le policier s'est insinué dans tellement d'univers, en fait. Et du coup, c'est hyper vivifiant parce que il ne s'est pas usé, il se renouvelle à travers une multitude d'univers, de contextes, etc. Et je pense que ça peut jouer aussi, non? Clairement, il y a même des littératures qui ont trouvé refuge dans la littérature policière. Je pense par exemple à des littératures telles que la littérature fantastique. Ouais, on ne trouve plus à l'heure actuelle dans les librairies ou de rayons fantastiques en France. Ouais. Et le fantastique a trouvé refuge, bien sûr, dans la science-fiction, mais aussi en grande partie dans la littérature policière. Le nombre de romans classés en littérature policière qui sont en fait des romans de littérature fantastique, c'est vraiment impressionnant. Tu vas voir les disparus de Blackmore, par exemple, à Henri Lovenbruck. Hein. Oui, tu peux avoir, Henri peut effectivement faire ce genre avoir ce genre de classement, alors qu'il ne serait pas classé en polar. Et il y en a, mais là, je me retourne parce que derrière, je suis sûr, là, je vois Antoine Chenas, Empire des Chimères. Ça parle de jeu de rôle en plus, c'est marrant. Ah. Il était juste derrière moi. Ok, comme par hasard. Comme par hasard, Empire des Alors. Chimères. C'est une littérature en fait qui se rattache autant au polar qu'au fantastique. Et comme tu disais, le western, même l'espionnage, le dernier bouquin que j'ai lu, j'ai pris là, ça c'est un bouquin d'espionnage, il sort dans une collection polar. Alors que l'espionnage est un genre à part entière. Oui. Et le polar a effectivement, sert effectivement de refuge à énormément de genres. Alors après, il le phagocyte un peu, hein, quand Chenas
écrit Empire des Chimères, il y a un côté polar quand même qui est là. C'est pas uniquement un roman fantastique. Et puis je pense que ce que tu disais aussi, ça renvoie au fait que le polar n'est pas que dans la littérature, et qu'on a des films policiers, et qu'on a des séries policières, et que tu as des générations qui regardent de Lupin en série, d'autres qui ont vu Sherlock, et que la culture autour du polar, c'est aussi, je sais pas, on a joué au Cluedo, on a lu les clubs des 5, enfin bon, pour certaines générations, je ne sais pas si ça se fait toujours autant, on a regardé Scooby-Doo, il y a toujours un moment oui, ou l'Inspecteur Gadget, mais même ça date, il faudra trouver l'équivalent aujourd'hui, tu as le détective Conan dans le manga. Oui, qui ne s'arrête jamais, oui. La mécanique de l'enquête, elle est intemporelle, en fait, et du coup, elle sert partout, ce qui fait que ce genre-là, a priori, il sera toujours présent, quoi. Ah ouais, vous lisez combien de bouquins à peu près? Tiens, une petite question de respiration. J'ai compté que depuis janvier, j'en avais lu une trentaine. Ah ouais. Mais parce qu'on a un rythme soutenu quand on a, par exemple, des rencontres à animer en festival, et tout d'un coup, il va falloir qu'on lise 10 bouquins pour préparer un week-end de rencontres. Oui. Voilà, donc on est vite à 10 bouquins par mois. Ah oui, largement. Oui. Donc ça va vite. Oui, donc sur une année, je crois que c'est une moyenne de 120, 150 romans qui sont lus, quoi. Oui, on doit. Puis ça dépend vraiment des types de lecture, des moments de lecture. Moi, si jamais tu me donnes un sac à dos que je peux aller marcher pendant une semaine dans les Pyrénées, je vais certainement lire, si c'est des bouquins pas trop longs, un livre par jour ou un livre tous les 2 jours. Moi, je vais faire ma marche, je vais poser mon sac, j'aurai rien d'autre à faire. Hop, je vais bouquiner mes trucs, monter la tente, bouquiner, etc. Je me rappelle avoir lu comme ça nombre Simenon en montagne. Et après sur des bouquins de recherche et de travail, ça peut durer plus longtemps. Oui, ce qui est à peu près effectivement logique. Enfin, il y a des livres qui demandent du temps, il y en a qui se lisent plus vite, et effectivement, quand tu travailles toute la journée, tu as moins le temps de lire. Nous, ça fait partie de notre travail aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans un bureau, enfin, si moi, à une époque, je pouvais lire au bureau quand j'avais rien à faire, mais globalement, généralement, tu peux pas faire ça. Nous, il peut y avoir un temps qui est consacré à ça. Moi, je me cachais dans les toilettes pour bouquiner quand j'étais sur les chantiers. Voilà. Je faisais l'intérim sur des gros chantiers de bâtiments, et on pouvait assez facilement disparaître sur des gros chantiers. Quand on a découvert le secret des retards dans les chantiers. C'est ça. Des années que je suis plus mais il y a quelques brouettes qui ont mis du temps à arriver. Ouais. Le ciment a pris trop vite. Désolé, patron. Et toi, Johan, t'en as combien, toi, de bouquins à peu près par mois? Moi, si j'arrive à 4 ou 5, c'est le bout du monde. Hein. Ah non, moi je suis un lecteur plutôt lent. Déjà, j'ai un boulot qui est très prenant. Oui. J'ai des activités, on va dire une grande activité à côté du boulot, l'organisation du festival, qui est très prenante. Mais non, pas du tout. Moi, je lis, j'ai un rythme grosso modo 2 livres par mois. Ouais. Moi, c'est les bons mois 4-5 parce que y a tous les jeux de rôle aussi à se farcir. Ça prend du temps. Tu sais, les gros machins de 400 pages que les auteurs nous envoient en nous disant « Mais si, tu vois, mon jeu, il est révolutionnaire. » Oui, bien sûr. Ah, c'est plus initiation au jeu d'aventure de l'œil noir avec 2 livres. Ah ouais, non. Ça revient. Ça revient tout doucement. Mais bon, on va pas parler jeu de rôle quand même, parce que sinon... il y a toujours des petites piques qui sont lancées, mais non, on va pas faire ça. Moi, j'ai une question. Je sors du cadre qu'on s'était un petit peu préparé quand même, parce qu'il y a une qui m'intéresse, comme on en parlait un petit peu. C'est dans les publics du polar. Alors, est-ce que c'est une vue de l'esprit qu'effectivement il y a plus de femmes qui lisent de polar que les hommes, ou en fait c'est bidon et c'est autant d'hommes que de femmes? C'est des trucs que j'ai lus en études en fait. C'est possible, s'il y a des études, peut-être qu'on peut leur faire confiance, parce que nous, effectivement, on voit plus de femmes, que ce soit quand on a des rencontres en bibliothèque ou quand on est en salon littéraire, et même en salon généraliste, d'ailleurs. De manière générale, les femmes lisent plus que les hommes. On dit que les femmes lisent plus, et surtout ne lisent pas forcément les mêmes choses. C'est-à-dire que a priori, les femmes lisent plus de fiction, les hommes vont lire du document, des essais, la presse aussi. Donc, et ne vont peut-être pas être demandeurs d'aller sur des rencontres littéraires. Ou tout du moins, ça fait pas, je sais pas si
fait pas partie de ce que fait un homme, peut-être aussi, tu vois? Je sais pas si historiquement, il y a une différence qui s'est faite comme ça. Donc, en tout cas, nous, on voit plus de femmes que d'hommes, ouais. Clairement. Mmh. Et même au niveau des autrices, parce qu'on va évoquer quelques auteurs, autrices, hein. On va pas tous les faire parce qu'il y en a des millions, des milliers en tout cas, mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. En tout cas, même en France, il y a des nouvelles générations d'autrices qui arrivent, donc enfin, ouais, moi je trouve que c'est une très très bonne chose, quoi. Bah, moi, je pense que vous le voyez aussi de toute façon. Et puis, grâce à vous, j'ai ma chouchou allemande, hein, donc voilà. Ah, Hein. Simone. Oui, Simone, ouais, moi je suis amoureux maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah bah, tu peux, hein. Ah, tu peux, Ah ouais, on comprend. ah ouais, ouais, c'est incroyable ça. Écoute, ça nous permet d'aborder donc les différents sous-genres, parce que tu parlais donc ces 3 grandes familles, Mhm. mais effectivement, il y en a plein d'autres. Quand tu vas dans le rayon polar, quelle que soit l'enseigne, hein, que ce soit une librairie spé, une librairie généraliste, quand tu vas au rayon polar, il y a de quoi être perdu. Il y en a, alors, déjà, entre les grands formats et les poches, déjà, c'est un peu la folie. Et en plus, dans les types de couverture, les types de littérature, j'avoue que voilà, il y a la mode du cozy mystery, ça j'ai vu, effectivement, espèce de polar tout doux, là, C'est ça. qui est très sympa, hein, dans son genre, hein, mais c'est la Alors, ça mode, quoi, compte. voilà. Est-ce que vous pouvez évoquer juste quelques grands sous-genres et puis dans laquelle des 3 grandes familles, vous les mettez ou ça va dans les 3 en fait? Je vais Oh, le cosy, il est plus dans dans le roman Dans jeu, le souvent. 1er? Ouais, ce que j'allais dire. voilà, justement, c'est à peu près peut-être le seul endroit où il reste un peu du roman-jeu, parce que celui-ci, il se fait plus beaucoup. Puis le cosy, ça va là, il y a une grosse production, mais ça va Mmh. passer. Il y a un moment, cette vague-là, elle va changer. C'est Comme des modes. la Après, Big Hit. Ouais. c'est assez complexe, mais il y a effectivement, suivant les modes et les genres, ils se rangent plus facilement dans une famille ou d'une autre. Par exemple, on va prendre les romans historiques de chez 10-18. Ce sont tous des romans-jeux quasiment. C'est dans le Mmh. cahier des charges. Les Un 4 roman Faël et historique compagnie, ouais. de 18 est un roman. Mmh. Quasiment tous. Oui, oui, il y a du roman noir quand Il y a même. du roman noir un petit peu. Mais attention, quand on parle de ces catégories-là, elles sont poreuses. Elles sont vraiment poreuses. C'est-à-dire que vous prenez un 10-18 qui va être un roman-jeu en première lecture, mais en seconde lecture, il pourra très bien avoir un côté suspense très appuyé ou un côté social appuyé. Mais Anne Perry, ça c'est... Non, toi tu l'as lu, Oui, quoi. Anne Perry, oui, Moi, je l'ai j'en ai lu, mais pas pas lu. celui-là. Celui-là, C'était... Moi, j'ai lu avec Charlotte et Thomas Pitt, Oui, c'était avec Thomas ces Pitt. deux enquêteurs de polar historique, qui a un côté enquête et social Et un assez côté important. social important. Chez Thomas Pitt, effectivement, avec la fille, là, il y a un côté féministe, un côté réflexion sur la place de la femme dans la société. En vérité, même, je disais tout à l'heure, Agatha Christie, roman-jeu, mais en deuxième lecture, Agatha Christie, il y a une analyse très fine, sociale, de la bourgeoisie, de l'aristocratie, du Ah oui. combat que se mènent ces deux classes, la bourgeoisie voulant prendre la place de l'aristocratie, ce genre de choses, quoi. Il me semble que j'avais lu, je crois que c'était en 10-18, La fille de nulle part de Frédéric Brown, que moi j'aurais pas forcément classé dans un jeu. Enfin, si, il y a quand même le fait de dire elle a disparu, qu'est-ce qu'elle est devenue, mais on est quand même aussi sur du noir, quoi. Et puis, Ouais, c'est la frontière des genres. c'est la frontière, oui, oui. Là, s'il peut y avoir des... De toute façon, la nuit du jour, Extraordinaire celui-là. Frédéric Brand est difficilement classable. Il a vraiment Oui, il a fait de la science-fiction aussi. Ah oui, Martien Gohom. Suivant les bouquins, et puis il a toujours cette espèce d'humour, je ne sais pas comment dire, de pas de côté, qui fait qu'il est... C'est assez inimitable. Mais oui, voilà, en règle générale, on peut parfois raccrocher des collections, des séries ou des types de polars à un genre... le polar qu'on dit par exemple ésotérique est très souvent un suspense thriller. La plupart du temps, c'est du suspense thriller. Le nom de la rose, quoi. Ah bah, le Da Vinci Code, t'arrives à chaque fin de chapitre, t'es dans le phénomène que tu expliquais tout à l'heure. Faut tourner, faut reprendre la suite, quoi. Tu vas y passer ta nuit parce que il va, par ce procédé-là, tu vas tourner les pages. Et en même temps, c'est un livre qui développe une thèse, voilà, sur quelque chose de religieux. C'est pas seulement le monde est dangereux. C'est en plus, il y a un petit fond. Thomas Harris, on parlait tout à l'heure avec Le Silence des agneaux. En première lecture, c'est du pur suspense thriller. On est complètement happé
le film aussi d'ailleurs, mais en deuxième lecture, c'est du pur roman noir, avec une analyse très 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 fine des rapports hommes-femmes dans la société dans les années 90 aux États-Unis, et le fait que les femmes vont devoir prouver qu'elles peuvent faire le travail des hommes, quoi. En deuxième lecture, il y a ça, quoi. Donc ces catégories-là, elles sont vraiment poreuses. Mais et puis on appelle catégorie quelquefois des choses qui sont du genre de la mode, effectivement, comme le cosy, comme à un moment on a dit, il y a du polar rural. C'est des choses qui passent, et il y a des grands axes qui restent, qui sont ceux qui sont vraiment fiables et solides et qui correspondent à quelque chose. Le polar historique, on peut dire que ça existe. Et ça perdure, parce qu'il y aura toujours des gens pour écrire sur le passé, mais on a moins de multiplicité peut-être que dans la SF, où là, tu sens que ça fuse. Une petite question, vous le classeriez où, San Antonio? Là, c'est complexe. C'est du roman noir. C'est du roman noir. Plus. Oui, c'est quand même plutôt noir. Ouais. Mais avec plus du roman noir en belle vérité. Louche d'humour. Voilà. Sous un couvert un peu caustique, un peu drôle, etc. En vérité, Frédéric Dard, il fait quand même une analyse assez, je ne sais pas si fine est le mot, mais il fait une analyse de la société, des champs de force qui traversent la société à un moment donné. C'est quelqu'un d'assez malin dans sa production. Moi, j'en ai pas beaucoup lu, donc j'ai pas de recul sur son œuvre, on va dire. Mais après, il y a toujours des choses comme ça qui échappent un peu aux catégories. On ne sait pas toujours où les mettre, quelle étiquette. Une seule étiquette suffit pas en plus. Donc, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est quand même toujours. Il y a une forme d'analyse sociétale quand même derrière. Ouais. Même si elle peut paraître un peu gros sabot, il y a cette espèce de recul sur la société, et on n'est pas vraiment à 100% dans un roman-jeu, parce qu'en vérité, on n'a pas de. L'enquête chez San Antonio est souvent, les résultats, la résolution est souvent due au hasard. C'est très étrange, c'est un petit peu comme chez Henning Mankell avec Wallander. On a une part de hasard qui est extrêmement importante dans l'enquête, qui fait qu'il n'y a pas toujours de rapport de cause à effet. Je me rappelle par exemple, je n'ai plus le titre en tête, mais d'un des San Antonio qui est complètement burlesque, où une partie de l'enquête se résout avec un accident de moto qui n'a strictement rien à voir avec l'histoire. C'est vraiment le Deus Ex Machina qui résout l'enquête. Un petit peu comme dans la série Le Poulpe, tu vois. C'est parfait pour être... C'est du hasard. C'est du pur roman noir. Avec un hasard, on n'est pas dans un roman de jeu, quoi. Je vois qu'il y a quelqu'un qui nous parle du polar où rien ne se passe. Oui, mais il se passe des trucs. Mais c'est la série télé où le rythme est un peu particulier. Ouais, c'est ça. Je proteste parce que l'appellation d'Éric, elle crée quand même des clichés, des images. Parce qu'il y a des polars où il ne se passe pas grand-chose, qui sont quelque part le fait qu'il se passe... Quand on sait bien raconter qu'il ne se passe rien, c'est complètement captivant. Bon, c'est un peu l'étiquette qu'on a collée aussi au nordique à une époque, où c'était lent, et cette lenteur, elle crée quelque chose. Et moi, ça me fait toujours penser à un roman que je recommande très très souvent, qui est un polar croate de Jurica Pavičić, qui s'appelle L'eau rouge, et il se passe quand même une disparition d'une jeune fille, et c'est l'enquête que va suivre le flic, mais ça raconte à la fois l'histoire de la famille, l'histoire de l'ex-Yougoslavie, ce flic qui est obsédé par la disparition de cette jeune fille, et il y a un rebondissement dans le livre, mais le rebondissement, quand il arrive, t'es sur le cul, quoi. Et c'est un livre où il ne se passe rien, ce qui n'est pas forcément chiant. Oui, voilà, c'est pas... On a d'autres. Oui, pardon, j'interviens, je rebondis là-dessus parce que moi je sais que la veine que vous décriviez donc sur le noir, moi j'y suis particulièrement sensible. Par exemple, il y a un nouvelliste français que j'adore, c'est Marc Villard, qui te pose des ambiances dingues. Et je pense que cette deuxième veine, elle est très liée à l'ambiance créée par l'auteur. Les polars scandinaves aussi jouent énormément sur l'ambiance, donc on est totalement immergé dans un univers, dans une atmosphère. Ouais, complètement. C'est à la fois le décor, la psychologie, la façon d'écrire aussi. Un peu en film, ce serait Fargo par exemple, où le rythme est lent aussi. Mais tu as quand même ton enquête, tu as quand même les caractères des personnages, etc. Mais c'est vrai que c'est un rythme, quoi. Je pense là par exemple à John Trinian avec La baleine scandaleuse, qui est une série noire. Tout le roman tient en une baleine qui s'échoue sur la plage, et les gens
qui viennent voir la baleine. Il ne se passe strictement rien à part la discussion des gens qui viennent voir la baleine. Et dans ces gens qui viennent voir la baleine, il y a un gangster, un flic, et c'est juste la discussion qu'ils ont. Le roman est absolument fabuleux. La baleine scandaleuse. Bon, il est dur à trouver parce que je ne sais pas s'il est réédité. Ouais, c'est un vieux série noire. C'est un vieux série noire, mais c'est un exemple de roman où il ne se passe rien. Après, on n'est pas dans Derrick non plus. Après, Derrick, le problème, c'est que moi, je ne connais pas, je n'ai jamais vu. C'est des clichés qu'on a. Je ne peux pas en parler. Le rythme était très lent. C'était un peu comme la clinique de la forêt noire. C'était un peu indigeste. Ça passait à des heures de digestion en plus, tu veux. Donc bon. Oui, Voilà. D'où le fait que ce soit resté dans l'inconscient collectif que tu t'endors devant. Je pense que c'est les heures de diffusion qui faisaient beaucoup. Tiens, en parlant de romans noirs, un grand classique. Hein. Oui. Bah oui. Les hard-boiled, hein, comme on dit. Celui-là, il est magnifique. Qui ont vachement inspiré, pour pas dire plus, Frank Miller. Hein, avec Sin City, quoi. Hein. Bon, après, il a viré gros facho, mais ça, c'est un autre débat. Oui, et puis en plus, son écriture, enfin, les derniers, moi, j'ai pas accroché. Ils sont pas bons. Hein. Mais le Daniel Noir il est superbe. Et puis, c'était les très, très belles couvertures des éditions Rivage aussi. Qui est une des maisons. C'est vrai que c'était. On passait dans les rayons, on avait envie de tous les prendre. Ouais, ça fait partie des grandes maisons d'édition, justement. La texture de la couverture aussi. Hein. Un peu granuleuse. Granulée. Ouais. Et ça, c'est dans les grandes maisons d'édition qui est dit du polar, c'est vrai. Il y a aussi la série noire, hein, chez Gallimard, hein, forcément. Incontournable, oui, la série noire Rivage, on a deux. Après, on en a beaucoup d'autres hein, qui ont émergé depuis, qui font un super boulot. Effectivement, et dans les historiques, tu avais Fleuve Noir, hein, qui en faisait aussi à un moment donné. Hein. On a peut-être trop fait à un moment donné. Les anciens. Oui, s'il fait trop fait que ça, mais en SF aussi. Hein, on va pas trop en parler parce que. Ouais, et puis il produisait du poche à la chaîne parce que bon, c'était. Il faut bien voir que c'était l'époque où la série noire, il y a eu quand même un moment où ça a été une mini-révolution dans le milieu quand ils ont décidé d'abandonner le format poche. Je ne sais plus de quelle année ça date, pour passer aussi au grand format. C'était un éditeur, les séries noires, c'était du poche. Ça n'est plus, ça a changé. Je me suis permis de mettre comme ça, je vais vous les passer, quelques affiches de pulp, puisque aux États-Unis et en Angleterre aussi, bien évidemment, les polars ont aussi nourri tout ce champ-là, tu vois, avec des couvertures, pareil, très évocatrices. Donc, Dime Mystery Magazine, avec du Frédéric Brown hein, déjà, mais en même temps, il tire à la ligne, le monsieur, c'était incroyable. C'est un bon novelliste. Hein. C'est incroyable, quoi. Thrilling Detective, du George MacDonald. Bon. Moi, j'adore, les couvertures, elles sont tellement années 50 et 40. Du Strange Detective Mysteries. Voilà. Et du Best Detective. Ça, c'est encore plus... Comment dire ? On va dire que c'était de son époque. Hein, on va dire ça comme ça, poliment. Tout ça, ça date... oui. L'époque aussi qui a changé. Puis pareil, et puis ces petits magazines-là ont disparu. Et ont disparu, ouais. C'est une richesse phénoménale. Hein. Là, ce que tu as passé, c'est plus les années 40-50. Mais tout à fait. Savoir qu'en 1900, on devait être à 2000 magazines produits. 1900. 2000 magazines produits aux États-Unis de pulp de ce genre-là, de cette espèce de magazine bon marché avec des histoires. Bon, après, ça s'est développé dans les années 20 encore plus. Il y a eu ça s'est reconcentré. On ne va pas faire l'histoire du peuple. Non. Oui, non, j'étais parti. J'ai senti, je commençais à avoir le logiciel qui se mettait en place sur le peuple. Oui, non, parce qu'on pourrait parler aussi de la France, tous les auteurs de SF qui ont été oubliés, etc. Enfin, il y en a un gros paquet. Mais voilà. Tiens, dans les romans historiques, je reviens à Lovenbruck, parce que moi, celui-là, je l'ai adoré. Le Loup des Cordeliers. Le Loup des Cordeliers. Ouais. Qui se passe pendant la Révolution, juste pendant la prise de la Bastille. Le premier, en tout cas. Là, on a un exemple avec Henri, ça reste un auteur qui est multigenre, tu vois, qui est de cette école, je pense, des années 80, 90, enfin 80 plus, où, comme Pierre Pelot, comme d'autres auteurs, peuvent écrire de la science-fiction, de la fantasy, du polar, on est sur Ça a un peu changé au point de vue des auteurs à l'heure actuelle. C'est en train encore de changer. Maintenant, ils sont plus spécialisés dans un genre.
quoique, ça bouge un petit Oui, il y a peu, toujours des exceptions. ça bouge, ça bouge. Ouais. Et alors celui-là, je serais curieux de savoir dans quel genre vous le mettez. Bah, c'est le mélange des genres. Alors, je ne l'ai pas lu, Celui-là, ouais. mais il y a du fantastique Ah oui. et une enquête qui est très classique, d'ailleurs, qui emprunte au code Oui. classique de Ah oui, oui. l'enquête. L'enquête Du est coup, classique, il y a un meurtre. tu peux le ranger dans les deux. C'est comme Mariana Enriquez, Oh là là. qui écrit Oh. un livre dont je suis en train de chercher le titre. Notre part de ténèbres. Notre part de ténèbres. Notre part de ténèbres. J'étais sur Notre part de nuit, et c'était pas ça. Extraordinaire, chef-d'œuvre, quoi. C'est à la fois une enquête, du suspense, un roman noir, un roman historique en arrière-plan avec du fantastique. Voilà, c'est du fantastique. Enfin, c'est quand même une histoire de sorcier. Et voilà, donc il y en a plein qui échappent comme ça à ces classements et qui vont chercher dans tous les genres. Ouais, parce que celui-là, du coup, il a mélangé l'enquête classique, hein, avec un meurtre, etc., qu'il faut résoudre, sauf que c'est un jour sans fin où tu changes de personnage. Tu vis la même journée, mais tu changes de personnage. C'est encore plus tordu. Moi, je sais que j'avais adoré ce truc, quoi. Et dans les plus classiques, je dirais, mais j'aime bien parce que ça mélange. C'est l'avantage du polar, c'est que tu peux le mélanger aussi avec les domaines d'activité. Donc là, c'est polar et art. Ah oui. Le commissaire Argyle. Donc, Ian Pierce qui en a fait plusieurs. Ouais. Ian Pierce, qui est très spécialisé sur l'art. Ouais. Sur l'art, on en a fait plusieurs. Nous, on a tout à fait. De toute façon, polar et art, tu as beaucoup de choses parce que tu as une. Il y a tous les arts déjà. Oui, l'art produit du crime à plusieurs niveaux. On a, je pense par exemple à soit le vol de tableau, qui va être un crime. On a aussi l'art du crime, par exemple. La série. Ou de Quincé, tu sais, le bouquin de Quincé, l'art de l'assassinat. Excellent bouquin, une novella qui raconte l'histoire d'un crime dans une bataille. Les gars vont commettre un crime au sein d'une bataille. Une bataille moyenâgeuse, enfin pas moyenâgeuse. Comment ça s'appelle? Après le Moyen-Âge, Renaissance. Un grand affrontement, et il y a un qui doit tuer quelqu'un, et toute la question morale, c'est est-ce que c'est un crime ou pas? Et tu as toute une réflexion qui est absolument caustique sur est-ce que c'est un crime d'assassiner quelqu'un pendant une bataille. Tu as ça qui va toucher à l'art du crime. Nous, on avait fait une conférence là-dessus qui était absolument passionnante. J'avais beaucoup aimé travailler sur c'est un chouette sujet. Sur le sujet. Ou les tableaux criminels, les tableaux qui donnent des indices dans les affaires de crime. Il y a, comment s'appelle, Patricia Cornwell, quand elle a acheté le fameux tableau, je ne sais plus combien elle avait acheté son tableau, à 1 million, etc., il a fallu qu'elle le rentabilise. Donc elle s'est mise à enquêter sur son tableau et elle a fait un bouquin thèse. Bon, la thèse est un peu foireuse, mais elle a fait un bouquin thèse qui est intéressant, parce que ça retrace une époque pour dire que le tableau prouve qui est Jack l'Éventreur. Bon, sa thèse est un peu, je ne me rappelle plus le titre du bouquin. Je ne sais plus non plus. Bon, son livre est c'est un peu capillotracté, mais c'est intéressant parce que ça retrace une histoire. Non, tu peux toucher avec le polar à tout, comme tu disais, tous les corps de métier, tous les domaines. Tu as eu des modes d'ailleurs de polar en entreprise, hein. La Firme, dans les années 90, la Firme de John Grisham, c'est du polar en entreprise, et tu as eu plusieurs polars qui ont fait du polar en entreprise. Non, c'est comment dire, vu que la matière de départ du roman policier, c'est le crime et l'enquête, on peut vraiment aller partout, par essence. Une enquête, le crime va toucher absolument tous les milieux, toutes les couches de la société et tous les domaines. Mais sachant qu'en plus, le crime, c'est même dans nos textes sacrés, quoi. Donc ça remonte, on va dire, en plus. C'est dans la mythologie et tout, donc tu peux y aller, quoi. C'est pour ça qu'on a mis une date de naissance au genre policier. Parce que Abel et Caïn, on te fait un polar avec. Hein. Ah bah oui. Pourquoi a-t-il fait ça? L'œil de Dieu, c'est le détective dans la tombe. Enfin, tu vois, t'as le Diproie. Le Diproie, je te raconte pas le polar que c'est. C'est du pur roman noir, le Diproie. Hein. C'est un thriller. Ouais, c'est un thriller doublé de roman noir, parce que t'as quand même un truc sur la société, l'autre avec sa mère et tout. Et ben voilà. On y est. J'essaie de voir un petit peu, si on en est un petit peu de nos questions.
on a rapidement évoqué donc les grandes maisons d'édition, hein, qui sont Fleuve Noir, Gallimard, Rivage. Aujourd'hui, il y a qui? Enfin, moi, j'ai vu qu'il y a XO, Sonatine, surtout. Oh non, pas surtout. Non, j'ai dit, il y en a d'autres, mais après, je les ai pas toutes en tête parce que moi, je découvre le polar grâce à vous, en fait, hein, depuis 2-3 ans. Hein, donc, je suis Mais encore un petit peu un noobs. même quand on dit Gallimard, enfin la série noire et Rivage, Ouais. à l'époque, il y en avait déjà chez Il y avait déjà Fayard, d'autres. chez Fleuve, Albin Michel, on cite toujours La Nuit du renard de Mary Higgins Clark, c'était 79. C'était Calman des Levy aussi, ouais. Voilà, Calman Levy, le Cherche Midi avec Bah oui, en plus, le Belfond. Seuil, avec les bouquins de Michael Connelly, qui est un auteur un peu oublié aujourd'hui, mais dans les années 90, qui était très très important. Et puis après, effectivement, ça s'est là surdéveloppé. J'ai jamais compté le nombre, il faudrait le faire d'ailleurs, d'éditeurs. On a un listing qui essaye d'être exhaustif, mais il en manque forcément, d'éditeurs qui font du polar et d'éditeurs de polar. Oui, on se rend compte en fait qu'il y a plein de maisons qui font une déclinaison. Par exemple, Fleuve Noir, Rivage Noir, enfin, mais puis toutes les maisons d'édition quasi ont des collections policières, quoi, ou des noms d'édition. C'est des sous-éditeurs du grand groupe édition, quoi. Soit des collections ou pas de collection, mais du polar à l'intérieur. Chez Michel Lafon, par exemple, pour parler des grosses... des gros noms, un Olivier Norek, il est chez Lafon, mais il n'y a pas de collection polar chez Lafon, Lafon, parce qu'il y a Robert Laffont, qui a La Bête Noire pour faire des polars. Aux Presses de la Cité, ils ont créé Michel une collection Bussy, polar. Presses de la Cité. Michel Bussy, c'est Presses de la Cité, ouais. Il y a Flammarion aussi, qui en a quelques-uns. Flammarion a récupéré Viviane Ami. A récupéré Fred Vargas, qui était chez Viviane Ami. Ils ont Yann Manouk aussi. C'est chez Yann Manouk. Le dernier, celui qui va sortir, il est chez Flammarion, en fait. Il est chez Flammarion le prochain. En avril. Oui, donc il y a aussi, après, c'est des détails techniques, mais il y a des gros groupes éditoriaux avec pas des guerres, mais disons que ça appartient à des Bolloré, à des gens comme ça qui font des conglomérats d'édition avec des gros enjeux, parce qu'il y a des gros enjeux en ce moment. Et puis il y a des éditeurs qui arrivent à rester indépendants, qui ne sont adossés à aucune grande maison d'édition. Et ceux-là, ils sont un peu plus rares. Moi, je pense, on parlait de Yuri Kapavicic, Agulot, Nadège Agulot. Quand elle monte cette maison d'édition, il y a quelques années, c'est un sacré pari. Il y en a plusieurs. Il y a Pierre Fourniot pour la manufacture de livres. C'est des éditeurs qui sont seuls face à ces grands groupes, quoi. C'est des éditeurs qu'il faut soutenir, quoi. Ouais, voilà. Là, on a d'un côté... la trilogie Ben Lazare, Frédéric Paulin. Ouais, Frédéric Paulin, super auteur. Et puis là, on a la manufacture de livres. C'est vraiment des maisons qui font un boulot super pour aller chercher des auteurs, découvrir des textes, qui participent du dynamisme du genre et de l'édition, à tel point que certains auteurs qu'ils ont repérés passent ensuite dans des grands groupes. C'est ce qui passe partout ailleurs aussi. Il y a une grande richesse éditoriale, et puis il y a des moments où quand il y a des coups, on pense à quand Millennium de Stieg Larsson a marché, énormément de maisons d'édition ont créé leur collection polar, en se disant, nous aussi, on va trouver le Stieg Larsson, on va trouver le... Donc, tu as des apparitions, disparitions de maisons d'édition quand même assez... Il y a des disparitions de maisons d'édition. Récemment, on pourrait rendre hommage à deux personnes. Il y a Alice Monéger qui avait monté Filature au sein de Dargaud, qui est devenue Alibi, la collection s'est arrêtée. Pierre Biziou dirigeait Matin Calme, qui était spécialisé en polar coréen. Bon, c'est des vies difficiles dans l'édition, et ça va, ça vient, mais il y en a qui arrivent à maintenir une activité depuis plusieurs années. On voit le succès qu'a eu Oliver Gallmeister avec ses romans. Sonatine, effectivement, avait déjà une assise financière solide à la base, mais a réussi à durer. Donc ça, c'est aussi un enjeu assez important pour la diversité
du genre, parce que dès qu'on rentre dans des gros groupes financiers, la liberté de manœuvre qu'ont les éditeurs et les directeurs de collection est quand même plus réduite, ou tout du moins astreinte à des résultats qui sont plus les mêmes, quoi. Et les autrices et auteurs aussi. Pour en avoir discuté avec certains, ils sont en quelque part obligés de respecter un certain moule d'histoire, parce que sinon ça rentre pas dans la collection et ils sont obligés de le mettre dans une autre qui vend moins. Ça, c'est dans les discussions off que j'ai pu avoir avec certains. À garder sa liberté d'écriture. Ouais, effectivement, ouais, c'est un peu compliqué. Du coup, c'est vrai que moi, ça me faisait penser à Actes Sud. Alors, j'ai toujours un petit affect sentimental à Actes Sud, parce que c'est là où j'avais fait mon stage à l'époque, quand j'étais encore un jeune étudiant. Donc, c'est vrai qu'ils ont lancé la collection noire, hein, avec Millennium, quoi. Coup de bol, hein. Ouais, franchement, coup de bol, quoi. D'ailleurs, est-ce que chez Actes Sud, est-ce qu'on pourrait pas dire que la trilogie new-yorkaise de Paul Auster, il y a un peu de policier quand même, parce que il n'y a pas de crime, mais il y a une enquête. Hein. Oui. C'est du polar. Ils avaient déjà du Laurent Godet avant, hein, si tu veux. Hein. Donc, il y avait déjà pas mal de trucs, hein, qui mijotaient. C'est du polar. Hein. Il y a une enquête. Alors, le crime n'est pas... Mais il y a une enquête. Il y a l'ambiance est là. Un mystère à résoudre. Voilà, il y a un mystère et les codes sont là et on est dans du roman policier. Après, c'est compliqué, ça, le coup de roman policier ou pas roman policier. Il y a des auteurs qui vont dire non, j'ai pas écrit un roman policier, alors que tout est là, quoi. Bon, après, ça, c'est des choix. Il y en a qui écrivent du roman policier et qui n'en écrivent plus. C'est complexe. C'est aussi des étiquettes et de la vente. On en discutait avec, par exemple, Nadège Agulot, quand elle, aux Utopiales, il y a quelques années. Elle sortait un bouquin. Et elle ne savait pas s'il fallait qu'elle marque dessus science-fiction ou pas. Parce qu'elle disait, je marque science-fiction sur le livre, j'en vends quoi qu'il arrive, les chiffres, ça ne va pas être cela, mais j'en vends quoi qu'il arrive 3000. Allez. Parce qu'il y a un lectorat fidèle. Un lectorat de science-fiction curieux, qui achète, Mais je ne suis pas sûr que les journalistes de la presse dite mainstream, par exemple, hein, la science-fiction dans le monde des livres, elle est assez... Ils n'en parleront pas. Et si je marque rien, il est possible que, je sors le bouquin, je ne marque pas que c'est de la science-fiction, il est possible du coup que j'en vende que 300, parce qu'il va passer complètement inaperçu. Mais il est possible aussi qu'un journaliste le repère et que j'en vende 30 000. Donc c'est des questions toujours que les gens, l'édition, les auteurs, tout le monde n'arrête pas de se poser. C'est une question d'étiquette, quoi. Bon. C'est pour ça qu'on se farcit beaucoup de dystopies en ce moment en littérature blanche, tout aussi chiantes les unes que les autres d'ailleurs. Qui inventent un petit peu l'eau chaude, quoi. Oui, c'est ça. C'est le problème. Voilà, après, c'est des... c'est aussi des tendances d'époque, parce que je pense que ça reflète le fait que tout le monde s'inquiète un peu de l'avenir et que c'est pas force. Voilà, c'est le gros débat, pas le gros débat du moment, mais qu'écrire de l'utopie, c'est peut-être le moment où on en a besoin, justement, mais que... Ah oui, je confirme. On est plus attiré par Enfin, ça dépend qui, mais on est plus attiré par la dystopie. Mais une bonne dystopie, c'est pas simple. Ouais, non. On va dire que Cormac McCarthy a ouvert la route, c'est ça? Oui, c'était pas c'était pas le premier. Mais non. Quelque chose. Ouais. Il sait un peu écrire, le monsieur. Dans les petites maisons d'édition indépendantes aussi qui font du polar, il y a la Talente, hein, après tout. Oui. Oui. Comment parler des gens qui éditent ces trucs, quoi. On ne peut pas s'en passer. Ouais. Attends, j'essaie de la retrouver parce que là, sinon, je me sens pas bien, tu vois. Je cherche Simone. Bah ouais, elle est où, Simone, là? En voiture, Simone. Tu ne peux pas perdre Simone, Fred, c'est pas possible. Mais je l'ai où? Simone, tu vois le tiens, voilà, regarde. Le tout premier. Alors, j'en profite, hein, ça c'est une petite question perso qui sort complètement du cadre de ce qu'on devait faire ce soir. Du coup, je sais qu'il y a des tomes qui sont avant celui-là. Oui. Parce que ça, c'est le tome 5 ou quelque chose comme ça. Vous avez prévu de les sortir un jour ou pas? Il y a des problèmes de droit. C'est compliqué. Alors oui, effectivement, il faut racheter des droits, il faut repartir sur de nouvelles traductions. Et même si elle les a un peu réécrits, il faut bien voir qu'on revient sur les premiers. Donc, on revient sur une écriture qui est celle des débuts. Ouais. Nuit bleue, elle l'a écrit comme un point de départ pour la suite. C'est-à-dire qu'elle voulait qu'on puisse commencer par Nuit bleue,
qui reprenait un peu les caractéristiques des personnages qu'ils avaient déjà vécu dans les précédents. Maintenant, il peut y avoir un enjeu à reprendre ces précédents titres. Là, on a Hôtel Carthagène, donc, qui est le tout dernier, qui est sorti au mois de février. La série va se finir avec River Clyde, le tout dernier tome qui va arriver probablement début d'année prochaine. On fera le bilan à ce moment-là, parce qu'il faut aussi que ça suive en termes de vente, quand même, tout bêtement, pour repartir sur 5 opus. Ah ouais, non, mais je suis complètement fan, quoi. C'est incroyable comme elle écrit. Ah ben, elle a un truc... elle est très particulier. On a passé plusieurs soirées avec elle, voilà. Non, mais le livre ou un truc... Ah oui, mais elle aussi. Oui, je parlais des livres, Émeric. Aussi, les deux, mais ça fonctionne sur les deux. Elle est comme ça. Oui, non, mais on ira boire des coups la prochaine fois, il n'y a pas de souci, t'inquiète. C'est vrai. Vas-y, Johan, je vois que tu veux montrer du bouquin aussi. Fais-toi plaisir. Ah, t'as plus le son. Oui. Fred, non, oui, pardon. Je disais, je ne savais pas où avait été édité ce livre avant de paraître en poche. Faut tuer Lewis Winter, la trilogie de Malcolm McKay. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, c'est Liana Levy, c'est marqué. Liana Levy, ouais. Qui est une je ne super connaissais pas cette maison d'édition et moi j'ai vraiment adoré cette trilogie. Chez Liana Levy, il y a des super polars. Je pense à ceux de Abir Mukherjee, par exemple, qui est un auteur d'origine indienne, qui écrit sur l'Inde et sur Calcutta notamment. Bombay, l'histoire coloniale de l'Inde, c'est super. Et Liana Levy, c'est justement dans les éditeurs indépendants qui font des choses. C'est une femme. Il y a aussi Anne-Marie Métayer qui fait des super polars, qui publie Olivier Truc, qui publie Arnaldur, Indrid Hasson aussi, qui publie Anne Lorker, qui est avec la daronne, qui a fait un super roman. Je ne l'ai pas lu, celui-là. C'est édité chez qui? La Talente. Tu demandes chez qui c'est édité. Parce que je sais qu'il y en a chez La Talente, mais Richard Canal, il n'a pas écrit que chez La Talente. C'est son premier roman noir, en fait. Et qui se passe au Sénégal, du coup. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de romans maintenant. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça polar géographique? Parce que ça se range toujours dans les 3 catégories. Tu as le polar avec les peuples premiers d'Amérique, les Longmire et compagnie, là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le polar en Inde, le polar en Afrique, le polar de terroir. Ethnographique. Tony Herman avec ses Indiens Navarro. Nous, on a fait ça. Nous, on a une conférence spéciale là-dessus. On a une expo aussi. On a fait voyager en polar. Ouais. Voilà. On fait toute une carte avec les divers régions, divers pays et les polars qui s'y rattachent. C'est absolument passionnant. Que ce soit c'est des bouquins écrits par les gens du pays, c'est tout bonnement passionnant, ou alors c'est des livres d'écrivains voyageurs, je pense à Caril Ferret, ou à Yann Manouk, qui vont aller quelque part et qui vont écrire un bouquin. Le polar permet ça aussi. Alors après, si on revient aux 3 familles, il ne le permet pas de la même manière. Très souvent, le roman de jeu, le roman d'enquête, lui, il va parler du pays comme un peu d'une carte postale. Si vous prenez Mort sur le Nil d'Agatha Christie, il peut se passer n'importe où. En fait, l'Égypte est juste un décor. L'Égypte n'est pas incorporée à l'histoire, au scénario. Par contre, si jamais vous prenez Caril Ferret avec Zoulou, on ne peut pas sortir l'histoire de l'Afrique du Sud. Elle est ancrée, c'est intimement. C'est du roman noir social. Le roman noir social, lui, il va dans le pays et il regarde ce qui se passe mal, il essaie de comprendre les problèmes qu'il y a. Je pense à comment il s'appelle, celui qui avait fait L'heure du chacal en Namibie. C'est un Allemand. Yoman, il habitait en Namibie une partie de l'année et il parle du pays. Son livre est vraiment sur le pays. Toute l'enquête, les ressorts scénaristiques sont entremêlés avec le pays. Et le thriller, lui, la 3e grande famille, souvent, il va se servir du pays, des éléments de danger. Si vous avez des alligators dans le pays, vous êtes sûr, là, on a du pur noir aussi. Bah oui. Avec Nicolas Verdun. La frontière. Lui, en plus, il est journaliste d'investigation, donc il se sert en fait de ces enquêtes, quoi, pour faire ensuite du roman noir. Faut Frontex. Ouais, voilà, ça c'est Frontex. Et le scandale avec Frontex a éclaté. Il y a quelques années. Non, c'était l'été.
Bon, il y avait déjà eu Oui, plusieurs. mais le dernier scandale, Et, c'est ça. Non. la frontière gréco-turque où tu as tous les migrants qui passent, quoi, en fait. Hein. Ouais. Le grec, oui. Et son prochain, on peut le dire ou pas, le prochain de Nicolas Verdon, sur quoi il travaille? Bah, non, il est, Oui, il est encore en non, train il est d'écrire. encore en Donc, train. Ah bah oui, non. Le temps, on sait jamais. laissons-le écrire. On sait jamais. Non, mais voyager en polar, c'est clair qu'on me disait tout à l'heure, vu que c'est un miroir de la société, on est sur quelque chose qui nous apprend quelque chose sur le pays. Alors après, c'est pas la vérité forcément, il faut prendre des pincettes, il faut croiser tout ça, etc. Ça reste une histoire. Mais on a quand même une façon de s'enrichir, de voyager depuis son fauteuil, quoi, Mm. tranquillement. Bilan carbone au top. Ouais. Eh oui. Quelques arbres. Oui. Bon, on peut pas être parfait. Quelques arbres. Je repensais à ce qu'on disait sur les maisons d'édition, parce que là, j'ai attrapé Héloïse d'Ormesson, par exemple. Ce genre de bouquin, là, c'est un Pierre Pelot. Hein. Ah oui. Héloïse d'Ormesson, bon, c'est marqué là. Rien ne nous dit que c'est du polar, quoi. C'est une maison d'édition, Héloïse d'Ormesson, qui publie de temps en temps du polar, qui publie de temps en temps du fantastique, mais c'est marqué nulle part. Elle fait un bon boulot. Elle vient de lancer d'ailleurs pas une collection, mais l'arrivée de la science-fiction dans cette maison d'édition. Et je vais malheureusement avoir perdu le titre du roman, mais il est référencé sur notre site. Donc, vous pourrez en retrouver la trace. Eh ben écoute. Et j'allais dire, en plus, il y en a un qui m'a marqué quand j'étais jeune à la lecture. C'était de la science-fiction, mais du polar. C'est Les Cavernes d'Acier d'Asimov. Ah bah oui. Oui, là, quand on va chercher dans la SF... c'est du roman policier. Ah, complet, ouais. Avec Daniel et puis... je sais plus comment il s'appelle, l'humain, du coup. J'ai oublié. Elijah, je sais plus comment. Voilà. Elijah Bailey. C'est sur du polar en science-fiction. Ouais. D'ailleurs, il a écrit des polars à Asimov. Ouais. Le Club des Veufs Noirs. La Dame de Pique, je ne me rappelle plus le Club des Veufs Noirs. Le Club des Veufs Noirs. Pourquoi la Dame de Pique? Je ne sais pas où est-ce que j'ai été chercher ça. Un club qui était fortement marqué roman-jeu. Mais j'ai bien aimé, moi. Mais il y a un petit côté vieillot. Sa science-fiction, je pense. Oui. Ah bah Asimov, oui, ça a pris un coup de vieux, effectivement. Surtout sur les rapports hommes-femmes, tout ça. Oui, si peu. Comment dire? Pas du tout, voyons. Je vois pas ce qui te fait dire ça. Asimov aimait tellement les femmes, voyons. Il y a un petit travail à faire. À sa façon. Voilà, c'était connu. Il avait la main leste. Enfin, je rigole, mais ça ne devait pas être marrant pour les nanas à l'époque. Donc, voilà, bah, écoute, moi je pense qu'on a fait quand même un tour très très complet. Parce qu'après, si on commence à parler Après, Johan, vas-y, hein, si tu as des choses aussi à rajouter ou des coups de cœur, vas-y. Hein. Moi, dans les coups de cœur, on n'en a pas parlé, mais on a évoqué Sonatine. Moi, j'ai découvert les bouquins, les romans de Roger et Laurie il y a déjà quelques années, et je suis un grand fan. Et on peut le dire, puisqu'il l'a révélé lui-même dans son programme, il sera présent à Étrange Grande le 7-8 septembre. Donc ça, pour moi, c'est une joie immense, parce que j'ai adoré Les Anonymes, Les Anges de New York. Moi, j'adore son écriture. Je trouve qu'on est... pour moi, c'est de l'enquête, mais c'est noir, et il y a vraiment une atmosphère qui s'insinue, qui est formidable, quoi. Et son écriture, son style, moi je suis très 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 fan, quoi. Il mélange les trois dans son... Oui, parce qu'il y a du suspense aussi. Il y a un fort côté suspense, puis Laurie, c'est l'un des premiers auteurs qu'on avait interviewé pour l'Indic, pour le magazine L'Indic. C'était les premiers auteurs que Caroline avait interviewé alors qu'il était à une librairie à Nantes. Oui, alors, un des premiers, je ne sais plus, mais oui, c'était au moment de Seul le silence, je pense, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et il était venu chez Coiffard à Nantes. Hyper sympa. Ouais, souvent, les anglo-saxons, d'ailleurs, sont très, très, très abordables. Après, je les ai pas tous lus, parce qu'il a eu aussi une veine un peu thriller. Il change de façon d'écrire et de raconter ses histoires, l'univers des truands dans certains. Et il y en a donc moi où j'ai moins accroché, parce que justement il y a différents styles. Et je sais que Seul le silence, j'avais beaucoup aimé cette histoire
elle est terrible. Et c'est pas étonnant que ça ait fait un carton d'ailleurs. Et il fait partie des auteurs qui arrivent à durer, quoi. J'ai quelques livres devant moi pour les gens qui lisent pas de polar spécialement et qui auraient envie de s'y plonger, et pour ceux qui lisent aussi, et être un petit peu sûrement surpris parce que c'est pas forcément ce qu'ils vont attendre d'un roman policier. Là, j'ai un suspense, un thriller, qui est un thriller en première lecture, mais qui en seconde lecture est un roman noir. C'est le Tokyo de Mo Heider. Voilà. Ça qui est un mouvement littéraire, un bouquin surprenant sur le Japon, d'ailleurs qui est interdit au Japon, et le livre est toujours interdit au Japon, il n'a toujours pas le droit d'être publié là-bas. Ça parle de la guerre sino-japonaise, et les Japonais sont un petit peu chatouilleux sur ce enfin, le gouvernement. Ils n'aiment pas trop, ouais. Non, j'ai du suspense roman noir avec William Bayer et Tarot. Ça, William Bayer, c'est très Rivage Noir, ça. Ouais. Ouais, c'est chez Rival. Ouais, Rivage Noir, très très bon. Il en a écrit plusieurs. Si celui-là, c'est assez extraordinaire comme la façon qu'il a de mélanger littérature policière et littérature sentimentale. Attention, c'est du polar, hein, ça reste quand même fleur bleue électrique. On parlait des femmes. Là, j'en ai une qui est Sarah Gran avec La Ville des Morts chez Le Masque. Très très bon roman d'enquête. Mais alors une enquête un peu spéciale puisque l'enquêtrice qui s'appelle Claire DeWitt, elle résout ses enquêtes en partie grâce à tout ce qui est New Age, boule de cristal. Ah oui. Excellent. C'est complètement barré. Et elle a un personnage de femme d'enquêtrice, la Claire DeWitt, qui est extraordinaire. Et après, j'ai un incontournable, William Gresham. Alors attention, c'est William Lindsay Gresham, il y a plusieurs Gresham. Mais c'est pas John. Nightmare Alley, le charlatan, fabuleux. Je ne m'inspire pas très rarement de romans policiers pour les scénarios de Joe Grohl, etc. Bon, je m'en inspire quand même un petit peu, mais rarement. Mais celui-là, c'est du pur, on l'appelle le Cthulhu, on va dire. Attention, sans les tentacules. Et je voulais vous parler d'un autre truc. Je vais pas tout. Ah, j'hésite. Voilà. Tom Wetterlich. Ah oui. Très bon. Il est excellent, Wetterlich. Il touche à tous les genres, lui. Hein. Ah, c'est du poche, ça. Ouais, il est en poche. Il était paru chez le Bélial ou chez Vulcain, chez qui? Non, c'est Albin Michel Imaginaire. Exact, tu as raison. C'était de l'Albin Michel. Ouais. Il est très, 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 très bon. Très, très beau livre et avec une partie polar très importante sur le personnage bon, il ne faut pas trop raconter, et puis c'est des enquêteurs en vérité, hein. C'est des gens qui mènent des enquêtes. Bon, ça va mal. Et un dernier pour la route, La fille du roi des marais de Karen Dion, une écrivaine, je ne sais plus si elle est canadienne ou américaine, qui écrit un thriller suspense sur un kidnapping de jeunes filles. C'est l'histoire d'un Indien, ça on le sait dès le premier chapitre, c'est l'histoire d'un Indien qui décide de renouer avec ses traditions et qui donc va kidnapper une femme pour en faire sa femme et aller vivre avec elle dans les marais. Et ça va être l'histoire de la fille qu'il a eue avec cette femme-là. C'est absolument passionnant. Un très beau livre. Voilà, c'est juste une petite sélection pour les gens qui ne lisent pas forcément de littérature policière, pour voir un petit peu l'étendue du champ, quoi, de ces littératures-là. D'ailleurs, nous, on dit les littératures policières. Comme on dit la littérature de genre, quoi. Ouais, voilà. Parce que c'est tellement large qu'on n'a pas une littérature. Parce qu'en vérité, si on y pense à Agatha Christie, que j'aime beaucoup, hein, qu'il faut relire, ça je le dis souvent, relisez, n'hésitez pas à relire Agatha Christie de temps en temps, on le lit souvent trop jeune. Agatha Christie a des choses à voir, mais est assez éloigné de ce que tu montrais tout à l'heure, James Ellroy avec le Dahlia Noir. Ah bah oui. On n'est pas sur les mêmes façons. C'est pas écrit aux mêmes époques. Pas les mêmes voilà. C'est pas les mêmes réalités non plus, quoi, ouais, effectivement. Et dans la famille jeu enquête, je l'ai évoqué vite fait tout à l'heure, mais donc une filiation, enfin en tout cas une proximité, je trouve, avec les Agatha Christie, c'est Chesterton,
Ah avec oui, le père Brown. C'est fabuleux. assez excellent. Et puis, le personnage, C'est Caroline c'est- elle adore ça. Ouais, moi, je suis assez fan. j'ai du retard pour le lire, mais il est atypique, son Oui, personnage. tout à fait. La philosophie qu'il y a là-dedans, la religion, enfin, il y a beaucoup de réflexions morales. Et puis un côté hors du temps aussi, enfin daté, hors du temps et intemporel. Il y a une super ambiance, moi j'aime beaucoup. Il faut que je continue de le lire. C'est un chapitre entier de la métaphysique du roman policier. Il y a une étude entière qui est consacrée À Chesterton. à Chesterton, forcément, dans le bouquin. Parce qu'il y a un côté métaphysique chez Chesterton. Il y a la religion et la morale, comme tu disais, sont extrêmement présents. De toute façon, dans le genre, en vérité, hein, religion, morale, enfin, surtout morale, est extrêmement présente, même là où on ne l'attend pas. On dit souvent, par exemple, chez les auteurs comme Jim Thompson, écrivain de romans noirs américains incontournable, hein, Goodies Thompson, il faut absolument les lire. Ils sont assez extraordinaires. Shirley Jackson, toutes ces. On dit parfois c'est amoral. Non, non, c'est très, 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 très moral. C'est une littérature qui est très morale sur les frontières entre le bien et le mal, sur ce qu'on peut se permettre, ce qu'on ne peut pas se permettre, ce que la société, etc. C'est moral. Oui, et là, si je suis parti sur la morale dans le polar, on en a pour 2 heures. Ouais, moi, je t'avoue que j'ai bien aimé le Avalanche Hotel de Nico Takian. Je n'ai pas lu encore. Parce que c'est du polar, mais en même temps, c'est une enquête personnelle. En même temps que c'est une enquête policière, quoi. T'as les deux en un. Qu'est-ce que c'était là, j'ai une Nico Takian, ça se passe dans la neige. C'est celui-là, hein, avec l'hôtel, là. Non. Non. Attends, j'ai un doute. Il y a un côté Agatha Christie dans Avalanche Hotel, non? Ah oui, oui. Oui, Ah bah, oui. c'est pas celui-là. Moi, c'est un avant, avec... Oh, c'est embrouillé dans mon esprit. Tu vois, tu parlais du nombre de livres qu'on lit. Avant, il y a encore 10 ans, je me souvenais de tout. Tu étais plus jeune aussi. Maintenant, si j'ai pas mes Fallait notes, pas lui dire de suite. ouais, c'est dur. Avec un carnet tout le temps, t'es obligé de- Ah oui, mais moi je dis pas qu'avant je me souvenais de tout, je me dis je me suis jamais souvenu de rien, donc je prends des notes. Et moi, j'ai des fiches de lecture. Il me suffit de 3 mots pour me rappeler, mais là, je suis perdu. Et je t'avoue que dans les coups de cœur, et j'ai mis du temps, hein. Déjà, je sais pas, on en avait discuté, j'avais mis beaucoup de temps déjà à me mettre à le lire. Et à réellement l'apprécier, ça m'a pris encore plus de temps. Donc ça, c'est un coup de cœur. Ah oui, oui. Et tu sais pourquoi ça a été très très dur de le lire Oui. en plus, hein. C'est très compliqué, mais c'est une gifle. On le sent venir quand même, mais bon. Mais non, c'est pas possible, il va pas être aussi monstrueux que ça. Mais bon, aussi, enfin voilà, lisez ça. C'est et ça a été, tu me dis, ça avait été écrit post-Covid ou pendant le Covid, il avait écrit, je sais plus. Non, il a commencé à l'écrire pendant le Covid, Oh non, justement, ouais, un ouais, autre oui. projet d'écriture, et il s'est dit il faut que j'écrive sur ce qui se passe. Ouais. Ah bah Ouais. ça, oui. Ça, on a bien compris que ça se Ah, il passe est pendant le terrible. Covid. Ah, il est vraiment terrible. Ouais. C'est du thriller, ça, clairement, hein. Ah oui, il est... Donc c'est un voilà, c'est un type un petit peu dans le futur, on va dire. Mais le Covid, en fait, on en est au centième ou 120e confinement, je ne sais plus. Oui. Tu perds le compte au bout d'un moment, tu fais oh putain merde, quand même. Et puis Ils il n'ont pas le droit raconte. d'ouvrir Ouais. leur fenêtre plus de je ne sais plus combien de temps. Oui, ils respectent bien les règles, etc. Et en fait, ce que tu vois sur la couverture, c'est son appartement, hein. Clairement. Donc Il ouais, écrit sur les murs. ouais, Johan, si tu l'as pas lu, je peux te le passer. Sans Bah problème. écoute, ouais, Ah avec ouais. plaisir. Prochaine réunion, je te l'amène, tiens, voilà. Là, il a dérangé du monde, hein. Il y a des gens qui l'ont... Ouais, c'est la claque. Il était très douloureux à lire, on va pas se cacher. Bah, je vous l'avais dit, de toute façon. Mais maintenant, avec le recul, ça fait 2 ans que j'ai lu maintenant, donc tu souffles, tu digères, et puis tu réfléchis à ce que tu as lu, et ouais, non, en fait, c'est... Putain, purée, ouais, c'est très, très bon, hein. C'est très, très, très bon. Et moi, j'aime beaucoup ça. Alors, c'est plus classique et tout, mais j'avoue que Colin Gattel, Les Suppliciés du Rhône, ça m'a fait triper, quoi. Mais les enquêtes un peu historiques, j'adore, quoi. Voilà. Colin Gattel. Ah, jamais Ouais. lu aussi. Lyon, 1897. Voilà, c'est les débuts de la police scientifique. Les tout débuts, ça a un petit côté... les brigades du Tigre arrivent plus tard encore, hein, mais les tout débuts de l'organisation de la police scientifique, donc
t'as à la fois le côté un peu on essaie de rationaliser, etc., plus le côté encore croyance et tout le tralala qui va avec, quoi, avec les profils psychologiques, etc. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Bah, si tu as l'air d'être pas mal branché polar historique, je pense que Ah tu ouais, peux j'adore. tenter le nom de Gwenaël Bulto. D'accord. Il y a 2 livres, un qui s'appelle Le Grand Soir et le premier, La République des Faibles. Je pense que ça peut te plaire, du coup. Bah, écoute, on ira voir ça. De toute L'homme façon, aux comme... lettres de Saphir aussi. D'Hervé Lecor. Ouais. Hervé Lecor, un des noms incontournables du roman noir français. Ouais. Et Pascal Dessin aussi a fait un polar historique qu'on n'a pas encore lu. Là. Oui. Ouais. Et je t'avoue, dans les coups de cœur, moi, c'en est un, celui-là, hein, parce que... Ah ouais, quand tu mélanges le fantastique, la science-fiction et le polar avec Un jour sans fin... En fait, il manquait plus que Andy McDowell dedans et j'étais encore plus fou, tu vois. Alors, on n'a pas parlé d'un axe qui est... alors, qu'est-ce que vous pensez de quelque chose comme ça? Le fait divers. Voilà, c'est du fait divers, mais t'es quand même dans du policier, quoi. T'es clairement dans t'es dans du fait divers. T'es dans une analyse de faits divers faite par quelqu'un qui fait un peu de sociologie, qui est historien, qui fait un peu de sociaux, mais il met beaucoup de lui dedans quand même. Quand tu lis le bouquin, il y a beaucoup de lui, etc. Bien sûr. Donc, moi, j'ai tendance à dire, on est presque dans du polar avec quelqu'un qui se met en scène en racontant l'histoire là de Laetitia. C'est une veine d'ailleurs du roman policier un petit peu. Alors lui, c'est pas du docu-fiction non plus, mais tu as d'autres dans cette veine-là, tu en as un qui est extraordinaire, c'est Jacques Miller. Ça, c'est Disparu de Thomas Solano. Ah, je connais son nom, mais on s'approche. C'est un journaliste aux arènes. Oui. Je connais son nom, mais je ne l'ai pas lu. Je l'ai lu, mais pas celui-là, moi. Oui, il y a eu récemment l'enquête autour de Xavier Dupont de Ligonnès. Il y a vraiment une vague d'enquêtes autour des faits divers, ce qu'on appelle maintenant les collections de true crime. On parlait de cozy mystery et de mode. Bon, le true crime, c'en est aussi. C'est aussi le polar se nourrit du fait divers aussi, de toute façon. Oui, ça fait partie. Les éditions Marchiali font ça très bien. Ouais, Marchiali, carrément. Dans un autre style aussi, vous avez ça. C'est des récits de chroniqueurs judiciaires. C'est des très courts chapitres. Et c'est une plongée dans l'univers judiciaire. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est assez intéressant aussi. Non, il y a Patricia Tourangeau aussi qui fait beaucoup de choses de l'univers judiciaire, des crimes et des faits divers, des enquêtes. Là, si vous voulez vous amuser, sachez que les cours d'assises, sauf quand c'est indiqué avant, mais elles sont ouvertes au public. Donc, dans une autre vie, quand j'étais un jeune étudiant en droit à Aix-en-Provence, je suis allé à la cour d'assises d'Aix pour assister à un procès. J'ai vécu un polar en direct, quoi. C'est toujours intéressant c'est incroyable. Ne serait-ce que d'aller au tribunal, quoi. Ah oui, mais là, tu as tout le décorum, les avocats en robe, les 3 juges, enfin, c'est la totale, quoi. C'est la plénière, hein, donc... voilà. Enfin, moi, j'étais aux réquisitions générales. On était à la fin, en fait, du procès. Donc, c'est très impressionnant. Enfin, si vous avez jamais vu ça, franchement, allez-y. Ça vaut un bon polar, quelquefois, des fois, aussi. Il y a beaucoup d'auteurs qui vont... de Jacques Miller. On est dans un... Tu montrais le Laetitia. Là, on va être dans le même genre de choses, mais à l'américaine. C'est une autrice américaine. Et en plus, avec la magie, peut-être la magie de la justice américaine, etc., elle fait rouvrir l'enquête. Elle fait rouvrir le dossier en écrivant le bouquin. Le truc Oui, alors je te confirme que c'est très dur aussi selon l'enquête sur laquelle tu tombes. Selon le procès. C'est clair. Si tu tombes sur des affaires de viol, machin, tout le bordel, c'est sûr que c'est vraiment pas rigolo. Moi, j'étais tombé sur un policier qui avait tué donc un délinquant d'une balle dans le dos, et tout l'argumentaire tenait à dire que c'était de la légitime défense. Ça peut faire un très bon polar. Ça peut faire un très très bon polar, effectivement. Et l'avocat de la défense était très bon, pour le coup. Donc voilà, c'était moins glauque que certaines histoires, effectivement, qui peuvent être très 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 difficiles. Généralement, quand ils sont trop durs, ils sont fermés au public, de toute façon. Voilà. Mais c'est vrai que je sais qu'il y a des auteurs de polar ou les journalistes, etc., qui viennent, qui prennent des notes dans les procès, de toute façon, pour se nourrir de ce qui se passe dans le réel, de toute façon, quoi. Oui, puis quand ils enquêtent dans un milieu, effectivement, ils vont chercher aussi dans ces lieux-là. Puis de toute façon,
c'est le fait divers qui est déjà un genre lui aussi à part entière, hein, inspire énormément la littérature. Le rouge et le noir, ça Ah oui. part d'un fait divers. Tu as un nombre de classiques qui partent d'un fait divers assez hallucinant. Quoi. Et après, mais là, tu montrais un livre sur le fait divers tout à l'heure, Johan. On est dans un genre à part entière, journalistique, pas littéraire vraiment, quand il est sur des petites brèves, mais on est dans un genre qui répond à des codes, à une organisation, qui remonte à loin. Les premiers. Ouais, enfin, non, oui. Je vais pas le. C'est parce qu'on a fait une formation sur le fait divers. On a donné une formation avec les archives c'était pour les archives du je sais plus quoi, donc on a bossé le sujet et on a commencé ça au XVe siècle, tu te rappelles? Oui. On a commencé au XVe siècle, on avait retrouvé des trucs, avec les canards sanglants. Tiens, je te mets un petit peu sur le titre avec vos dernières lectures. Hein. J'avais vu le dernier, là, Christophe Nicolas, là, chez Argile. Les gens qui ne sont rien. T'as du Stardust de Nina Allan, ouais. Arlington Park, ça c'est très. Moi j'adore Arlington Park. Ouais, c'est un très grand livre. Ouais, Marguerite Imbert, ouais, elle a pas eu un prix il y a pas longtemps, je sais plus. Je confonds. C'est le dernier Grand Prix de l'imaginaire. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. J'ai biché de la mer chimique. Ah ben il est là, Martin Lichtenberg chez Héloïse Dormition, La Roche, qui est une. Voilà. C'est pour ça que je suis allé sur la page, en fait. Tu comprends le piège. Ah oui, c'est un jeune auteur qui a 28 ans ou quelque chose comme ça. C'est un premier roman, ouais. Très influencé par Alain Damasio. C'est vraiment, il y a des parallèles avec La Horde. D'accord. Et oui, là, il y a pas mal de lectures, de nos lectures qui sont là. Ah, le grand Dieu Pan. Un petit classique. En terre étrangère. N-Line, il faut relire N-Line en science-fiction. Hein, ça a été une découverte. Ah bah, tu lis ton histoire du futur, tu prends une claque. Hein. Je continuerai à lire, mais là, celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Révolte sur la Lune aussi, enfin bon, du stratégie Ender. Le silence de Denis Lahan, ouais. J'en fais un petit tour vite fait. Proie, ouais. André Michaud. Autrice québécoise que j'ai beaucoup aimé. Tiens, un western, là, Pierre Pelot. Pierre Pelot, indispensable. Nous autres de Zamiatine. Ah, mais Pierre Pelot, de toute façon, j'allais dire, dans tout ce qu'il a écrit, c'est incroyable, il a touché à tous les styles, quoi. C'est notre Stephen King. Ouais, du roman préhistorique, de la SF. Carrément. Ouais, le problème en France, c'est qu'on aime bien que les gens restent dans leur case. Oui. Et oui, il est inclassable, justement. Je pense qu'on a un problème avec le genre, en plus. Ah tiens, Peter Noster, moi je l'ai lu, celui-là, de Julia Richard. Ouais. C'est un livre avec lequel j'ai moyennement accroché. Par contre, ça, j'ai adoré. Du thé pour les fantômes. Ah ouais. Très très bon. Hein. Oh là, oui, Vuklisevich, ouais, elle est dans la hype là. Oui. Ah ouais. Puis c'est bon surtout. Non, mais quand je dis elle est dans la hype, c'est pas du tout péjoratif. Hein. Oui. Il y a vraiment plein de succès. Elle va en poupe. Voilà. La Compagnie Rouge, j'ai adoré. Ouais, très beau. Ah ouais. Très belle histoire. Ça aussi, là, Stéphane Graham. J'ai repris une partie de la Compagnie Rouge. Tu m'étonnes. Tu es obligé, quoi. Un bon Indien est un Indien mort, ça aussi, c'est excellent. Ça, c'est du sacré titre, en plus. Bah voilà, je vais pas tous les faire. Oui, parce qu'il y a plusieurs pages. Hein. Ouais. Hop, voilà. On revient là-dessus, parce que je pense qu'il va être temps quand même de clôturer gentiment. Hein. Ça devait durer 1 heure. Hein. Moi, je vous avais prévenu, je vous avais dit, un des 100 podcasts, attention, les durées, c'est compliqué, on s'envole vite. On est dans des vortex temporels, c'est ça. Toujours quand tu viens ici. Ça durerait un peu plus d'1 heure. Ça va, on est bien. On est encore dans l'heure et quelques. C'est ça, oui, c'est ça. Ça passe. Ah, je vous avais prévenu. Tu te souviens bien que je te l'avais dit en plus par message. Oui, on va les tenir les 1 heure. Allez. Non, après voilà, c'était aussi l'occasion de vous revoir tous les deux parce que alors ça c'est voilà, on va mettre tout le monde de côté parce que c'est adorable et que vous me manquez un petit peu quand même, donc vivement que je revienne à Nantes vous voir, que vous passiez dans le coin, hein, voilà, petit message perso, voilà. De toute façon, voilà, on se recapte déjà pour parler jeux de rôle dès qu'approche l'heure du financement. Johan, c'est quoi pour nous les dates du coup? Parce que je crois qu'il y a l'AG dans pas longtemps.
À je la G, crois. c'était lundi. C'était lundi, oui, tu vois. Moi, je vis dans un autre vortex temporel. Je t'avais prévenu aussi. Hein. C'est pas Et- mal. Ah oui, non, mais Non, c'est bien. Ah ouais, écoute. En même temps, j'étais malade, donc comme un chien, donc c'est pas très Mais grave. alors vous avez d'autres choses à nous annoncer pour le festival quand même ou pas? Alors oui, donc sur le festival, donc 7-8 septembre, donc ça c'est la date du festival, juste à la rentrée. Donc vous avez vu l'affiche, on est clairement dans une ambiance, hein, à la Conan Doyle, Sherlock Holmes, puisque Conan Doyle est l'auteur mis à l'honneur, hein. Un des éléments de l'ADN du festival, c'est chaque année de célébrer un grand nom emblématique de la littérature de genre. On a eu Philippe Cadic la première année, donc avec une touche SF. On a eu Tolkien l'année dernière, on était orienté fantasy. Et cette année, alors même s'il n'a pas écrit que du policier, on est sur Conan Doyle avec la figure mythique de Sherlock Holmes. Donc c'est clair qu'il y aura un certain nombre de choses qui vont tourner autour de Sherlock Holmes. Et puis on a donc au niveau des auteurs invités, on a élargi le plateau. L'année dernière, on avait 100 auteurs en tout, 120 auteurs en tout, mais on avait 12 invités, 12 têtes d'affiche. Cette année, on aura au moins 30 têtes d'affiche, dont la moitié en policier. On va très bientôt les annoncer sur les réseaux sociaux. On peut faire une petite exclue à un des 100 podcasts. Donc, hormis RJ et Laurie, on a déjà les confirmations de Céline Dangean, Sophie Loubière, Marlène Charine, Yann Manouk, Stéphane Gallas, Jérémy Bouquin. Je les ai pas tous en tête, mais on a déjà un certain nombre de noms du policier. Et c'était un défi pour nous, puisque c'est vrai qu'en ayant commencé science-fiction, fantasy, on était beaucoup connecté aux maisons d'édition D'imaginaire. SFFF. Voilà. Et on était, je pense, pour les maisons policiers assez inconnus. On n'est que sur notre 3e édition. Et donc là, on est vraiment très heureux parce qu'on a vraiment des belles têtes d'affiche. Et donc, on se réjouit d'avance d'accueillir tout ce beau monde. On aura pas mal de tables rondes. On va préparer aussi des petites surprises. On en reparlera. Mais donc, on se réjouit vraiment de l'étape supplémentaire qu'on franchit. Et en jeu de rôle, les parties seront orientées enquête. Voilà. Ouais, tout est cohérent. Ouais. Sophie Loubière, la semaine dernière, elle a l'air très très bien. Ouais, je suis en train de le lire, obsolète. Ah oui. Oui, justement, là, on est clairement dans quelqu'un qui explore d'autres qui a changé d'univers. Et d'ailleurs, elle sera dans le coin la semaine prochaine, puisqu'elle passe à Metz et à Thionville, je crois que c'est mardi et mercredi, pour justement avoir un échange, débat sur son dernier roman obsolète. Donc voilà, tu vois. Et comme le dit Aranita, pour tenir la durée, il faut choisir le moment où je suis malade. Voilà. Mais du coup, par contre, j'oublie les réunions, tu vois. Enfin, je les oublie. Non, c'est pas bien, quoi. Donc, ça sert à rien d'aller dans une réunion pour contaminer les gens, en plus, tu vois. Ils auraient été tous heureux après. Pour le coup, je me serais fait virer de l'assaut, tu sais. Oh putain, tu fais chier, tu dois ramener encore de la merde. Mais non, je crois qu'il y a eu une autre réunion dans pas longtemps, je sais plus. Moi, j'ai vu passer plein de trucs. Oui, on fait un suivi dans 15 jours. C'est 15 jours, hein, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. On va faire le point avec tout le monde pour c'est avant Trolls et Légendes, hein, rassure-moi. Hein. C'est le week-end avant, en fait. Ouais, voilà, c'est hein, le c'est ça. week-end du 23, enfin c'est samedi 23, et Trolls et Légendes, c'est le week-end qui suit. Bah oui, c'est pour ça. Vous avez jamais été, vous, à Trolls et Légendes? Ah bah, moi, oui. Vous, non? Vous avez jamais été? Il y a trop de festivals en France quand tu vas dans tous les genres. Ah oui. C'est... Celui-là, il est cool. Hein. Ce week-end à Niort, après on verra Caen, il va y avoir Quai du Polar à Lyon. Oui, en fait, je vais y aller cette année, tiens. Vous serez à Bleudy-Fleury ou pas? Oui. Ah bah vous croiserez alors François chez nous qui va y passer donc dans 10 jours. Ouais. Il faut le dire, on est là, on fait... Alors, faut qu'on essaie de le voir. Faut qu'il nous voit, oui. On échangera des oui, bien sûr, avec plaisir.
Et puis nous, on se verra à Quai du Polar. Première fois où je vais y aller. Cool. Bah, on y est, du Polar, on y est aussi. Ça, On y est, on y sera des bienvenus. Et madame, bien sûr, hein, forcément. Parce que... Ah bah. Indispensable. C'est ça, voilà. Et puis en même temps, c'est le Polar, c'est elle, si tu veux. Donc, moi, je suis, hein, tu vois. Donc... Mais oui, Quai du Polar, c'est le plus gros en France, hein, si je dis pas de bêtises, en littéraire, hein, c'est ça. Oui, c'est le plus important en termes de fréquentation. Peut-être pas de nombre d'auteurs invités, parce qu'il y a des gros festivals aussi ailleurs, mais en termes de fréquentation. D'ampleur, tout ça, oui, c'est Quai du Polar. Puis des auteurs internationaux. Ah ouais, j'ai vu le panel cette année, il est juste dingue. Oui, c'est dingue, quoi. Et c'est à l'autre bout de... Pardon, excuse-moi. Vas-y, Yoann. Je disais, c'est à l'autre bout de la France, mais vous faites parfois festival sans nom à Mulhouse? C'est vraiment effectivement cette zone. Jamais fait à Mulhouse. Oui, c'est tout à l'opposé. Aux Imaginales. Voilà, on a réussi à accompagner Simone à Strasbourg au moment d'une invitation en librairie. Voilà. Mais c'est vrai que de Nantes, c'est pas que c'est compliqué non plus, mais c'est pas loin. Pour ici, j'ai déjà fait, c'est 6h30 de route. Ouais, c'est ça. Quand même. Ça dépend aussi de là où on travaille, quoi. Les festivals qui nous font travailler, forcément. Et tu vois, là, on nous parle d'un petit festival dont le thème est Memento Mori. Oui, c'est les Imaginales. On dit ça, on dit rien. Bon, on verra qui seront les invités. Mais Quai du Polar, du coup, bah écoute, ouais, c'est vrai, on va s'y croiser. Donc, super content de vous revoir. Voilà. Ça va venir vite. Ça va venir très vite. Ah ouais, c'est dans un mois. Bah écoute, hop, tu vois, j'arrive quand même ici à la petite bannière qui va bien. On va quand même clôturer, hein, parce que sinon, comme tu dis, on va se refaire une heure en plus juste à papoter entre amis, quoi. Ça se sent pas du tout qu'on est à l'aise, quoi. Je te montre les charentaises si tu veux, non, on va peut-être éviter. Je vous remercie déjà tous les deux d'avoir accepté de venir, d'avoir papoté Polar, etc. Parce que qu'en ce moment, je vois sur vos réseaux, vous n'arrêtez pas les formations et autres par Mons et par vous ces dernières semaines. Merci à toi, Yoann, aussi, d'être passé, parce que je sais que avec grand plaisir. Le boulot, c'est chaud patate pour toi, donc courage. Hein. Voilà. Et puis, de toute façon, nous, on se revoit dans pas longtemps aussi. De toute façon, on échange régulièrement sur le festival. Donc, c'était la deuxième émission Étrange Indécent. Il y en aura une prochaine, peut-être un peu plus rapidement encore, pour cette fois-ci parler de Sherlock Holmes, hein, quand même. Ça peut être pas mal. Et puis, il y en aura d'autres au fur et à mesure, des points d'étape sur l'organisation, etc. Voilà, ça va se faire gentiment. On programme tout ça ensemble, quoi. Donc, il me reste à vous remercier, toutes et tous ceux qui nous ont suivis, ceux qui nous suivront sur YouTube demain, puisque la vidéo sera rediffusée avec les liens, le chapitrage, etc. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. On partage, on like, on commente, on vous aime, on vous fait plein de bisous. Tiens, voilà. Et il faut que je trouve la bonne petite marque qui va bien pour dire au revoir, qui est là. Voilà. Ciao, à bientôt. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, merci à vous.